Bienvenue pour une nouvelle vidéo de chimie niveau seconde. Nous verrons aujourd'hui la seconde partie du programme de chimie, à savoir la modélisation de la matière à l'échelle microscopique. Donc comment est-ce qu'on imagine que la matière impossible à voir, elle est organisée? Et pour cela, on va voir 5 chapitres différents. Vous pouvez bien sûr passer d'un chapitre à l'autre dans la description de la vidéo et je vous invite aussi à télécharger les fiches de cours associées à chacun de ces chapitres dans la description de la vidéo également. Et nous allons commencer par le premier de ces chapitres qui est plus petit que les autres, qui est un petit chapitre d'introduction qui s'intitule « Du macroscopique au microscopique », c'est-à-dire de ce que l'on peut voir à ce que l'on ne peut pas voir. Et nous allons parler dans ce petit chapitre intitulé « Du macroscopique au microscopique » ou bien « De l'espèce chimique à l'entité chimique », les différentes échelles qui sont utilisées pour décrire la matière. Avant d'évoquer rapidement les 3 types d'entités chimiques à connaître, à savoir les atomes, les ions et les molécules. Nous travaillerons plus en détail sur ces entités, de leur organisation et de la manière dont ils vont se former dans les prochains chapitres. Commençons donc ce petit chapitre d'introduction qui s'intitule « Du macroscopique au microscopique » ou de l'espèce chimique à l'entité. Le terme macroscopique est employé pour désigner tout ce que l'on peut voir à l'œil nu, tout ce qui est donc à l'échelle de l'être humain et qu'il peut observer. L'ordre de grandeur de l'être humain, c'est le mètre. Il mesure en général entre 1 et 2 mètres. Un insecte, quant à lui, mesure environ 1 mm. Et bien qu'il soit 1000 fois plus petit que nous arrivons à l'observer et il fait donc partie de cette échelle macroscopique. Il existe en revanche des choses qui sont bien plus petites que les insectes et qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu, comme les bactéries par exemple, qui mesurent environ 1 micromètre. Un micromètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. On écrit ainsi qu'un micromètre, c'est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Et pour observer ces éléments qui sont de l'ordre du micromètre, comme les bactéries, on peut utiliser un microscope. Mais il existe des choses qui sont encore plus petites que les bactéries et qu'on ne peut même pas observer au microscope conventionnel. C'est le cas par exemple des molécules qui sont de l'ordre du nanomètre. On pourrait parler d'une échelle nanoscopique, même si cela n'est pas à retenir. Et un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Autrement dit, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Ici, vous avez une molécule de glucose qui a une taille de 0,8 nanomètres. Mais vous aurez des molécules plus grandes si elles sont formées avec encore plus d'atomes ou des molécules plus petites si elles sont formées de moins d'atomes. D'ailleurs, les atomes qui constituent les molécules sont encore plus petits. Le plus petit des atomes, c'est l'atome d'hydrogène qui mesure environ 1 picomètre, soit 1000 milliards de fois plus petit qu'un mètre. 10 puissance moins 12 mètres donc. Nous étudierons en détail l'atome dans les prochains chapitres, mais sachez que l'atome il est constitué de beaucoup de vide. Et le tout petit point que vous voyez dans le cube d'1 picomètre, c'est en réalité le noyau de l'atome. Et bien ce noyau de l'atome, il mesure environ 1 femtomètre de rayon, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 mètres, soit 1 million de milliards de fois plus petit qu'un mètre. Concernant les entités chimiques dont nous allons parler aujourd'hui, nous dirons globalement qu'ils sont à l'échelle submicroscopique, c'est-à-dire inférieure à l'échelle microscopique, et qu'on ne peut pas les observer même au microscope. Lors des chapitres précédents en chimie, nous avions parlé d'espèces chimiques, que vous avez pu éventuellement manipuler en cours de travaux pratiques, comme l'eau ou l'éthanol par exemple. Ces espèces chimiques, vous pouvez les voir. Ils sont donc à ranger dans l'échelle macroscopique. À présent, les entités chimiques qui constituent la matière, elles sont présentes partout, dans les liquides, les solides, les êtres vivants et même dans l'air. L'eau, par exemple, elle est constituée d'une multitude de molécules d'eau, invisibles à l'œil nu. Et l'éthanol, quant à lui, il est constitué d'une multitude de molécules d'éthanol que l'on ne peut pas observer. Il existe également de la matière qui n'est pas constituée de molécules, mais seulement d'atomes, comme le fer qui ne contient que des atomes de fer, ou l'aluminium qui ne contient que des atomes d'aluminium. Et il y a aussi de la matière qui est composée d'ions. Nous allons voir ça bientôt. Mais en tout cas, les atomes, les ions et les molécules, ce sont des entités chimiques, ils constituent la matière et sont invisibles à l'œil nu. Ils sont même invisibles au microscope. Ils sont à l'échelle nanoscopique ou inférieure. Les 2 prochains chapitres seront entièrement dédiés aux atomes et nous allons ici juste aborder les notions basiques que vous devez connaître sur les atomes. Vous devez savoir qu'un atome est constitué d'un noyau au centre,
où se trouvent des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement, tandis que les neutrons n'ont pas de charge, ils sont neutres. Il y a également autour de l'atome un nuage électronique composé d'électrons donc, qui sont eux chargés négativement. Il y a dans un atome également le même nombre de protons que d'électrons. On dit que les charges électriques se compensent et que l'atome est électriquement neutre. Tous les atomes qui existent se trouvent dans le tableau périodique, que l'on appelle également la table de Mendeleïev. Ils sont d'ailleurs méthodiquement organisés dans ce tableau. Nous verrons exactement comment dans le prochain chapitre, mais vous pouvez pour le moment retenir qu'ils sont globalement rangés du plus petit, en haut à gauche, au plus grand, en bas à droite. Enfin, pour noter les atomes, nous utiliserons une lettre majuscule, comme le O pour l'oxygène, ou le H pour l'hydrogène, et nous rajouterons parfois une deuxième lettre minuscule pour les distinguer entre eux si besoin. Par exemple, Cu pour le cuivre, ou Ca pour le calcium. Parlons à présent des ions qui sont eux aussi des entités chimiques et qui ressemblent beaucoup aux atomes, sauf qu'ils n'ont pas le même nombre de protons et d'électrons. Ici, ce que vous voyez, c'est un atome de lithium, puisqu'il a 3 protons et 3 électrons. Mais parfois, nous verrons dans quelles conditions dans un prochain chapitre, les atomes ils vont perdre des électrons. C'est alors qu'ils vont devenir des ions. Ici, par exemple, vous voyez un ion lithium qui a 3 protons dans son noyau, mais qui n'a plus que 2 électrons dans son nuage électronique. Du coup, la charge globale de cet ion est positive, puisqu'il a plus de protons que d'électrons. Et un ion positif, un atome qui a perdu des électrons, donc on appellera cela un cation. On le notera de la même manière que l'atome originel, mais avec un signe plus en exposant. Par exemple, l'ion potassium, K+, c'est un atome de potassium qui a perdu un électron. L'ion sodium, Na+, c'est un atome de sodium qui a perdu un électron également. Et l'ion calcium, lui, il se note Ca2+, puisque c'est un atome de calcium qui a perdu cette fois 2 électrons. Il se retrouvera donc avec 2 protons de plus dans son noyau que d'électrons sur son nuage électronique. Maintenant, étant donné que vous avez des atomes qui perdent des électrons, ces électrons ils vont bien aller quelque part. Et ils vont en fait aller se placer dans le nuage électronique d'autres atomes. Et ces atomes qui vont gagner des électrons, ce seront aussi des ions, comme vous le voyez avec cet ion fluor qui possède finalement 10 électrons pour seulement 9 protons. Donc je vous rappelle qu'un ion, c'est un atome qui n'a pas le même nombre de protons et d'électrons. Et à partir du moment où l'entité chimique possède plus d'électrons que de protons, ce sera un ion négatif, qu'on appellera un anion. De la même manière que pour les cations, ils s'écrivent comme l'atome originel, mais en mettant cette fois-ci un moins en exposant, pour signifier qu'ils sont chargés négativement. L'ion fluor, par exemple, c'est un atome qui a gagné un électron, et qui se note F-. L'ion chlorure, c'est également un atome qui a gagné un électron, et qui va se noter Cl-, puisqu'il est chargé négativement. L'ion nitrure, c'est un atome d'azote qui lui a gagné 3 électrons. Il se note alors N3-, puisqu'il a 3 charges négatives supplémentaires par rapport à l'atome originel. Retenez donc bien pour le moment que les ions sont des atomes ayant soit perdu, soit gagné des électrons. S'ils en ont perdu, ce sont des cations, et s'ils en ont gagné, ce sont des anions. Retenez aussi que lorsqu'on écrit le symbole d'un ion, il faut écrire le symbole de l'atome originel et indiquer sa charge en exposant. Une dernière chose à retenir, importante, c'est que la matière, à notre échelle, donc à l'échelle macroscopique, elle est électriquement neutre. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut voir, c'est électriquement neutre. Par exemple, le sel est composé de plein d'ions Na+, et d'ions Cl-. Les ions Na+ ayant perdu un électron et les ions Cl- ayant récupéré cet électron. Donc un grain de sel que l'on peut voir à l'œil nu, il est composé de millions d'ions Cl-, dont la charge négative s'annule avec les millions d'ions Na+. C'est pour cela qu'on dit que la matière à notre échelle, elle est électriquement neutre. Et le sel, quant à lui, on l'appelle un composé ionique, puisqu'il est constitué d'ions. Il a pour formule NaCl. Les signes positifs et négatifs n'apparaissent pas, puisqu'ils s'annulent et que finalement le sel, comme toutes les espèces chimiques qui nous entourent, sont électriquement neutres.
Le chlorure de magnésium, qui est une vitamine pouvant être utilisée comme complément alimentaire, est également un composant ionique. Une pastille, elle est composée de millions d'ions magnésium, Mg2+, et d'encore plus d'ions chlorure, Cl-. Ici, dans un comprimé, vous avez en effet 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium. Pourquoi? Parce qu'un morceau de matière, il doit être électriquement neutre. Et étant donné que l'ion magnésium il a 2 charges positives, il va falloir 2 fois plus d'ion chlorure pour compenser ces charges positives et rendre la matière neutre. Donc un composé ionique, c'est ça, c'est un bout de matière qui est constitué d'ions et qui est forcément neutre. C'est-à-dire que les charges des anions et les charges des cations doivent s'annuler. Contrairement aux composés ioniques, les molécules sont des groupements d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons. Nous verrons dans un prochain chapitre pourquoi et comment s'effectuent ces liaisons. Et la manière la plus courante d'écrire une molécule, c'est par sa formule brute. Que vous voyez ici, la formule brute d'une molécule d'eau, c'est H2O. On comprend ainsi bien qu'il y a 2 atomes d'hydrogène qui ont été reliés avec un atome d'oxygène. La formule brute de la molécule d'éthanol, que vous voyez aussi, c'est C2H6O. On comprend alors bien, d'après cette formule brute, que l'éthanol est constitué de 2 atomes de carbone, ainsi que 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Voilà qui conclut ce chapitre d'introduction sur la modélisation de la matière. Vous devez pour le moment simplement savoir que les atomes sont composés de protons, de neutrons et d'électrons, que s'ils perdent des électrons, ils deviennent des cations, donc des ions chargés positivement. S'ils gagnent des électrons, ils deviennent des anions, donc des ions chargés négativement. Et vous devez, lorsque vous voyez la formule brute d'une molécule, être capable de dire de quel atome elle est constituée. Et n'oubliez surtout pas de retenir que la matière, à notre échelle, est électriquement neutre. Nous avons donc vu dans le premier chapitre que la matière qui nous entoure, elle est constituée d'entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions ou des molécules. Dans ce second chapitre, nous parlerons uniquement des atomes, et plus particulièrement de leur noyau. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la taille de ce noyau, avant de parler de sa masse. Et enfin, nous verrons l'écriture utilisée en physique-chimie pour décrire un atome, et qui va nous permettre de savoir exactement de quelles particules le noyau d'un atome est composé, c'est-à-dire combien est-ce qu'il possède de protons, combien est-ce qu'il possède de neutrons. Nous avions vu au chapitre précédent que l'atome d'hydrogène mesurait environ 1 picomètre, mais il s'agit de l'atome le plus petit. En effet, la taille des atomes, elle va varier selon la taille de leur nuage électronique. L'atome d'hydrogène, n'ayant qu'un seul électron en périphérie de son noyau, sera forcément le plus petit. Mais il existe d'autres atomes qui ont un nuage électronique beaucoup plus grand car ils ont beaucoup plus d'électrons en périphérie de leur noyau. Et en moyenne, on peut dire que la taille d'un atome elle est plutôt de 100 picomètres, ce qui représente donc 0,1 nanomètre. Pour commencer, on va donner cette valeur en mètres. Donc nous avions vu au chapitre précédent qu'un nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc 0,1 nanomètre, c'est encore plus petit, c'est donc 10 puissance moins 10 mètres. Intéressons-nous à présent à la taille du noyau de l'atome uniquement, qui est de 1 femtomètre. Et de la même manière, exprimons cette taille, la taille de ce noyau, en mètres. En classe de seconde, il faut être à l'aise avec les conversions et pouvoir passer rapidement d'une unité à l'autre grâce aux puissances de 10. 1 mm par exemple, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre, ce qui nous donne donc 10 puissance moins 3 mètres. Un micromètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'un mètre. Ça va donc nous donner 10 puissance moins 6 mètres. Un nanomètre, lui, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Et c'est donc 10 puissance moins 9 mètres. Le picomètre, il est 1000 milliards de fois plus petit que le mètre. C'est donc 10 puissance moins 12 mètres. Et quant au femtomètre qui nous intéresse, il est 1 million de milliards de fois plus petit que le mètre. Et c'est par conséquent 10 puissance moins 15 mètres. Ainsi, le noyau d'un atome, il mesure en moyenne 10 puissance moins 15 mètres. Nous souhaitons à présent savoir combien de fois l'atome dans son ensemble est plus grand que le noyau. Donc en physique-chimie, lorsqu'on veut comparer deux éléments entre eux, il faut faire le rapport entre les deux. Si on prend deux animaux, par exemple, une girafe adolescente de 2 mètres et un chimpanzé adolescent aussi de 50 cm de hauteur, ici, on peut dire que la girafe, elle est 4 fois plus grande que le chimpanzé. Et
Ce qui nous permet de dire cela, c'est que nous avons fait le rapport entre les deux, c'est-à-dire que nous avions divisé la taille du plus grand, donc de la girafe, par le plus petit, par le chimpanzé, pour trouver finalement que la girafe elle est 4 fois plus grande que le chimpanzé. Nous avions donc divisé 2 par 0,5 ici. Attention, pour pouvoir trouver ce résultat, on a converti la taille du chimpanzé en mètres. On a divisé 2 par 0,5 mètres. Si on avait laissé la taille du chimpanzé en centimètres, en divisant 2 par 50, on aurait trouvé 0,04, donc un très petit nombre, alors que la girafe elle est censée être plus grande. Pour être sûr de ne pas se tromper, lorsqu'on calcule un rapport, on met toujours le plus grand en haut et le plus petit en bas. Et surtout, on exprime bien les deux tailles dans la même unité. On choisira d'ailleurs souvent pour les tailles d'utiliser le mètre, qui est une unité de mesure à notre échelle et que l'on connaît bien. Si on revient donc à la question sur l'atome, pour savoir combien de fois notre atome est plus grand que son noyau, on va diviser l'élément le plus grand, donc la taille de l'atome dans son ensemble, qui mesure 0,1 nanomètre, donc 10 puissance moins 10 mètres, par l'élément le plus petit, qui est le noyau, et qui mesure lui 1 femtomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. On fait donc bien attention à diviser des mètres par des mètres pour que nos unités s'annulent et qu'on obtienne bien un résultat cohérent, qui soit simplement un nombre. Le nombre qui nous dit combien de fois l'atome est plus grand que son noyau. Et pour trouver ce nombre, nous n'avons pas besoin d'utiliser de calculatrice puisque nous pouvons utiliser les propriétés mathématiques qui nous permettent de manipuler les puissances de 10. Ici, en l'occurrence, la propriété qui vous dit que 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A moins B. Ce qui fait que 10 puissance moins 10 sur 10 puissance moins 15 va nous donner 10 puissance moins 10 moins 15, puisque B est égal à moins 15. Ce qui nous donne 10 puissance moins 10 plus 15, soit 10 puissance 5. Donc l'atome en entier, il est 10 puissance 5 fois plus grand que son noyau. Donc pour conclure, le nombre 10 puissance 5, il correspond à 100 000. L'atome, il est donc 100 000 fois plus grand que son noyau. Ou autrement dit, le noyau d'un atome, il est 100 000 fois plus petit que l'atome dans son ensemble. Donc cette représentation de l'atome qu'on utilise et que vous voyez à gauche, elle n'est pas à l'échelle. Il s'agit juste d'un moyen de dessiner l'atome dans son ensemble en faisant apparaître son noyau et ses électrons. Car dans la réalité, un atome, il est constitué en grande majorité de vide. L'espace entre le noyau et les électrons est tel qu'on ne peut pas le dessiner sur une feuille de papier. Si l'atome avait pour diamètre la longueur d'un terrain de foot, alors le noyau serait de la taille d'un puceron au centre du terrain. Et les électrons seraient des bébés pucerons qui se baladeraient sur le terrain de foot et dans les tribunes. Donc comme vous le savez, les atomes ils sont constitués de protons et de neutrons situés dans le noyau, ainsi que d'électrons situés dans le nuage électronique. Chacune de ces trois particules, elle a une masse et une charge. Avant de parler de la masse, nous allons faire une rapide parenthèse sur les charges. Donc l'unité que nous allons utiliser pour les charges, ce sera le coulomb, en hommage au physicien français Charles-Augustin Coulomb, qui travaillait sur le phénomène de l'électricité au XVIIIe siècle. Les neutrons, comme leur nom l'indique, ont une charge électrique nulle, et ils n'apparaissent d'ailleurs pas dans ce tableau. Les protons, quant à eux, ils ont une charge électrique positive de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Un très petit nombre donc, mais un nombre positif tout de même. Et les électrons, eux, ils ont chacun une charge négative qui vaut moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, si on vous demande la charge électrique d'un atome, vous devez répondre qu'elle est égale à 0, car un atome, c'est une entité chimique qui a le même nombre de protons que d'électrons. Donc les charges positives des protons vont s'annuler avec les charges négatives des électrons. On dit que l'atome est une entité chimique électriquement neutre. En revanche, nous avons vu qu'il y a des entités chimiques qui ne sont pas neutres, comme les ions, les cations qui sont chargés positivement et les anions qui sont chargés négativement. Ici, si je vous demande quelle est la charge d'un ion calcium Ca2+, eh bien le calcium possède 20 protons. Nous verrons bientôt comment connaître le nombre de protons de chacun des éléments grâce au tableau périodique. Mais en tout cas, l'ion calcium Ca2+, il possède 20 protons dans son noyau et seulement 18 électrons sur son nuage électronique, puisqu'il en a perdu 2. Donc pour cet ion, il a la charge de 18 électrons qui s'annule avec la charge de 18 protons, mais il reste la charge de 2 protons, soit 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc cet ion Ca2+, il a une charge électrique positive de 3,2
fois 10 puissance moins 19 coulombs. Refermons cette parenthèse sur les charges électriques des entités chimiques et intéressons-nous à présent à la masse des particules contenues dans ces entités chimiques, qui nous sont données en kilogrammes comme vous voyez dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez constater que la masse des protons et des neutrons elle est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg et que la masse des électrons elle est en revanche beaucoup plus petite puisqu'elle vaut 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Un chiffre multiplié par 10 puissance moins 31 sera forcément bien plus petit qu'un chiffre qui est multiplié par 10 puissance moins 27. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de fois exactement un électron il est plus léger qu'un proton ou qu'un neutron? Ou alors combien de fois un proton il est plus lourd qu'un électron? Et nous allons pour cela calculer le rapport entre les deux comme nous avions fait pour les tailles. Donc pour reprendre la même méthodologie, on va diviser le plus grand élément par le plus petit. Par exemple, si je veux savoir combien de fois un éléphant il est plus lourd qu'un homme, je divise la masse de l'éléphant par celle de l'homme. Et je fais bien attention à prendre les deux masses avec la même unité pour que mon calcul y soit correct. Donc je convertis les 4 tonnes de l'éléphant en kilos et je divise finalement 4000 par 75 pour trouver qu'un éléphant il est environ 50 fois plus lourd que l'homme. Donc pour comparer les masses de mes deux particules élémentaires, je vais devoir diviser la plus grosse masse, celle du proton, par la plus petite, celle de l'électron. Ici, les deux masses nous sont données directement en kilogrammes, nous n'avons donc pas besoin de faire de conversion avant de calculer notre rapport. Essayons cependant de réfléchir un peu, de faire un petit peu de mathématiques et d'utiliser le moins possible la calculatrice. Utilisons par exemple la formule du quotient des puissances de 10 que nous avions vu tout à l'heure. Donc 10 puissance moins 27 sur 10 puissance moins 31, c'est égal à 10 puissance moins 27 moins 31. Ce qui est du coup égal à 10 puissance moins 27 plus 31. Et finalement, notre rapport, il vaut 1,67 divisé par 9,11, le tout fois 10 puissance 4. Et si on divise 1,67 par 9,11, on obtient 0,18, 331, etc. Je vais laisser mon résultat avec 3 chiffres significatifs, soit 0,183. Mes 3 chiffres significatifs sont le 1, le 8 et le 3. Les masses des protons et des électrons, elles nous sont données dans le tableau avec une précision de 3 chiffres significatifs, 9,11 pour l'électron et 1,67 pour le proton. On garde donc 3 chiffres significatifs au résultat pour conserver la même précision. Et si on veut donner notre résultat en écriture scientifique, vraiment, il nous faut un nombre avec une unité qui soit multiplié à notre puissance de 10. Donc on écrira 1,83 fois 10 puissance 3 plutôt que 0,183 fois 10 puissance 4. Finalement, notre proton, il est 1,83 fois 10 puissance 3 plus lourd que notre électron. Donc notre proton, il est finalement 1830 fois plus lourd que notre électron. C'est pour cela qu'on dit que la masse des électrons, elle est négligeable par rapport à celle des protons. Et dans les exercices, généralement, on ne prend en compte que la masse des protons et des neutrons pour calculer la masse d'un atome ou d'une molécule. Car la masse des électrons, elle est tellement petite qu'elle ne va pas changer le résultat. Si on calcule par exemple la masse du noyau d'un atome de carbone, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que la masse des particules se trouvant dans le noyau, soit les 6 protons et les 6 neutrons, et bien en additionnant 6 fois la masse des neutrons avec 6 fois la masse des protons, la calculatrice va nous donner ce résultat, 2,004 fois 10 puissance moins 26. Par contre, si on calcule la masse de tout l'atome, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dans le noyau de l'atome, plus des 6 électrons qui tournent autour, alors la calculatrice elle va nous donner ce résultat, 2,004546 fois 10 puissance moins 26, ce qui est quasiment pareil que la masse du noyau. Et comme généralement on ne retient pas autant de chiffres significatifs lorsqu'on donne nos résultats au cours des exercices, on comprend bien que la masse des électrons elle n'est pas vraiment utile, elle est négligeable et que finalement l'essentiel de la masse d'un atome elle se trouve dans son noyau. Si nous devons résumer ce que nous avons vu jusque-là, nous dirions dans un premier temps qu'un atome il est constitué en majorité de vide, car le noyau il occupe finalement très peu d'espace au cœur de l'atome. Cependant, c'est dans ce petit noyau que l'essentiel de la masse de l'atome est concentré. En effet, le reste de l'atome, c'est surtout du vide et des électrons qui ont une masse négligeable. Enfin, pour comparer deux objets, que ce soit par leur masse ou par leur taille, il convient en physique-chimie de faire un rapport entre les deux objets. On divise généralement le plus grand par le plus petit. Et surtout, on s'assure que nos deux éléments soient bien exprimés dans la même unité.
Passons à présent à la troisième partie de ce cours sur l'écriture conventionnelle des atomes. C'est l'écriture qui convient aux scientifiques pour écrire tous les atomes et savoir exactement de quoi ils sont constitués. On note donc l'atome grand X avec un A en haut à gauche et un Z en bas à gauche. Le X, c'est le symbole de l'atome qui est donné dans le tableau périodique. Par exemple, l'hydrogène se notera avec un grand H, avec toujours le A et le Z à gauche. Le carbone se notera quant à lui grand C, toujours avec le A et le Z à gauche. Maintenant, le grand Z, en bas à gauche de notre écriture conventionnelle, il correspond au numéro atomique de l'atome. Ceci est à retenir, le numéro atomique, c'est simplement le nombre de protons présents dans le noyau de l'atome. Ce numéro atomique, il apparaît lui aussi dans le tableau périodique. Si on zoome sur la case de l'hydrogène, on constate que le numéro atomique est 1, ce qui signifie que l'hydrogène ne possède qu'un seul proton dans son noyau. Les atomes étant électriquement neutres, cela signifie que l'atome d'hydrogène il va également posséder un électron tournant autour du noyau. Maintenant, si on zoome sur la case de l'hélium, qui est le second atome le plus léger, on constate que son numéro atomique est 2, ce qui signifie que l'hélium il a 2 protons dans son noyau. Et forcément, il aura 2 électrons qui gravitent autour, étant donné que c'est un atome et qu'il est électriquement neutre. Le troisième élément du tableau périodique, c'est le lithium qui possède lui 3 protons dans son noyau. Et par conséquent, son numéro atomique Z, il est égal à 3. Il a également 3 électrons qui tournent autour de son noyau. Le quatrième élément, le beryllium, il possède 4 protons, puisque son numéro atomique Z est égal à 4, et ainsi de suite. Et plus on se déplace dans le tableau périodique, plus on va trouver des atomes de plus en plus lourds, qui auront dans leur noyau davantage de protons. Le bore, par exemple, a un numéro atomique de 5. Chaque atome a son propre numéro atomique. Si un atome a 5 protons, ce sera forcément du bore. Maintenant, si un atome a 6 protons, ce ne sera pas un atome de bore, ce sera forcément un atome de carbone, puisque le carbone est l'élément chimique ayant le numéro atomique égal à 6, comme vous le voyez dans le tableau périodique. À présent, la dernière lettre de notre écriture conventionnelle, c'est le grand A, en haut à gauche. Il désigne lui le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons présents dans le noyau de l'atome. En effet, nous avons vu que la masse d'un atome, elle dépend de son noyau, car les protons et les neutrons sont les particules ayant la plus grosse masse. Ainsi, plus le nombre de masses est important, plus l'atome est lourd. Petite remarque, on appelle souvent les particules élémentaires qui se trouvent à l'intérieur du noyau les nucléons. Donc le nombre de masses d'un atome, il dépend de son nombre de nucléons. Nous avons vu qu'un atome de carbone possède forcément 6 protons dans son noyau, ça c'est obligatoire. Il a également forcément 6 électrons qui vont tourner autour puisqu'il s'agit d'un atome et qu'un atome c'est électriquement neutre. Mais vous pouvez très bien avoir des atomes de carbone qui ont 6 neutrons dans leur noyau en plus des protons, et d'autres qui ont 8 neutrons dans leur noyau en plus des protons. Ce sont deux versions du même atome avec une version qui est un petit peu plus lourde que l'autre. La première version, elle a un nombre de masse qui est égal à 12, puisqu'il y a 6 protons et 6 neutrons dans ce noyau, donc 12 nucléons. Et la deuxième version, elle a quant à elle un nombre de masse égal à 14, puisqu'il y a 6 protons plus 8 neutrons dans le noyau. Ce qui fait donc 14 nucléons en tout pour cette seconde version. Et lorsqu'on a deux versions différentes d'un atome, comme ici, avec le carbone 12 et le carbone 14, eh bien on dit que ces deux versions du même atome, ce sont des isotopes. Vous devez maintenant être capable de retenir à quoi correspondent les lettres de l'écriture conventionnelle d'un atome et être capable de donner la composition d'un atome à partir de cette écriture. Par exemple, cet atome de cuivre, grâce à son écriture conventionnelle, on peut dire qu'il contient 29 protons, forcément 29 électrons, puisqu'un atome c'est électriquement neutre, et 30 neutrons. Parce que cet atome, il a un nombre de masse de 59, donc il a 59 particules dans son noyau, 29 d'entre elles sont des protons, cela signifie que les 30 restantes sont forcément des neutrons. Même chose avec un atome de calcium dont l'écriture conventionnelle est la suivante, Ca4420. Vous devez être capable de dire en détail quelles sont les particules qui composent cet atome de calcium. Nous avons forcément 20 protons puisque le numéro atomique est de 20. Donc il y a également 20 électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Et enfin, je soustrais 20 protons
aux 44 nucléons pour trouver que dans le noyau de cet atome de calcium, il y a également 24 neutrons. Enfin, une dernière chose que vous devez être capable de faire avec l'écriture conventionnelle d'un atome, c'est de trouver la nature de cet atome. Ici, on vous donne par exemple un atome X, mais on ne sait pas de quel élément il s'agit. On ne sait pas si c'est du carbone, du fer ou autre. On peut commencer par donner la composition de cet atome, comme avec les exemples précédents. Cet atome, il contient 14 protons, puisque son numéro atomique c'est 14. Il contient forcément également 14 électrons, puisqu'il est électriquement neutre. Et enfin, pour trouver le nombre de neutrons, je soustrais les 14 protons aux 32 nucléons, et je trouve qu'il y a 18 neutrons dans cet atome. Enfin, concernant la nature de cet atome, il faut aller regarder dans le tableau périodique le numéro atomique des éléments et trouver celui qui a 14 protons. Nous avons vu que l'hydrogène aura toujours un proton et que c'est l'unique qui a un proton, que le carbone aura toujours 6 protons, et l'atome qui aura toujours 14 protons, et bien en fait c'est le silicium. Voilà qui conclut notre deuxième chapitre de chimie sur la partie de la modélisation de la matière. Nous avons essentiellement parlé du noyau de l'atome, qui est tout petit par rapport à la taille globale de l'atome, qui est également très lourd par rapport à la masse totale de l'atome, et nous avons aussi vu l'écriture conventionnelle qui fait état des particules présentes dans le noyau de l'atome. Lors du prochain chapitre, nous parlerons des électrons et de la manière dont ils vont s'articuler autour du noyau. Le troisième chapitre de cette partie il est donc exclusivement dédié aux atomes, de nouveau. Nous allons parler des ions et des molécules seulement dans le quatrième chapitre. Pour l'instant, nous allons parler du cortège électronique des atomes. Nous commencerons par voir dans une première partie comment sont organisés les électrons autour du noyau de l'atome. Ensuite, nous définirons ce que c'est que les électrons de valence, certains électrons particuliers sur le cortège électronique. Et enfin, nous verrons quelques familles chimiques et nous nous intéresserons à comment sont rangés les atomes dans le tableau périodique précisément. Nous allons commencer par parcourir un à un les éléments du tableau périodique, au moins pour les 3 premières lignes qui sont des atomes que vous allez souvent retrouver au programme de seconde, afin de bien comprendre comment les électrons vont s'organiser autour du noyau, même si c'est un petit peu long. Nous avons vu lors du chapitre précédent l'écriture conventionnelle des atomes et notamment leur numéro atomique Z qui correspond à leur nombre de protons et qui apparaît dans le tableau périodique. Pour l'hydrogène, comme vous voyez, c'est un élément de la première ligne du tableau périodique et il possède un seul proton. Et par conséquent, il va également posséder un électron puisque c'est un atome et que les atomes sont électriquement neutres. Cet électron, pour l'hydrogène, il va se placer sur une première couche électronique et circuler autour du noyau. Vous voyez ici le noyau qui est constitué d'un proton et d'un neutron, autour duquel va tourner l'électron. Cette première couche électronique, où circule l'électron de l'hydrogène, s'appelle la couche 1s. Et pour noter la structure électronique de l'hydrogène, que l'on peut également appeler configuration électronique, et qui décrit donc l'arrangement des électrons des atomes, nous écrirons 1s pour signifier que les électrons de l'hydrogène se trouvent sur la première couche, et nous mettrons 1 en exposant pour signifier qu'il y a un seul électron circulant sur cette couche. L'hélium se situe lui aussi sur la première ligne du tableau périodique, et il a un numéro atomique égal à 2, ce qui signifie qu'il a 2 protons dans son noyau, et par conséquent il aura aussi 2 électrons sur son nuage électronique. Ces 2 électrons vont se situer sur la première couche électronique qu'on appelle donc la couche 1s. Et ainsi, pour noter la structure électronique de l'hélium, on notera 1s pour signifier que les électrons se trouvent sur cette couche, et on mettra 2 en exposant pour dire qu'il y a 2 électrons. La couche 1s, elle ne va pouvoir contenir que 2 électrons au maximum. Ainsi, si un atome possède plus de 2 électrons, les électrons supplémentaires vont aller se placer sur la deuxième couche. Et le lithium, par exemple, qui possède 3 électrons, va avoir ses 2 premiers électrons sur la couche 1s, comme l'ensemble des atomes, et le troisième électron, il va aller se placer sur ce qu'on appelle la sous-couche 2s. Vous voyez ici 2 cercles au niveau de la deuxième couche, car la deuxième couche, elle est en réalité composée de 2 sous-couches. La première de celle-ci s'appelant la sous-couche 2s. À présent, le beryllium, qui est le 4e élément du tableau périodique, il possède un numéro atomique de 4. Ce qui signifie qu'il a 4 protons et par conséquent 4 électrons. Les 2 premiers de ces électrons vont se placer sur la couche 1s et les 2 suivants vont se placer sur la sous-couche 2s. On notera alors la structure électronique du beryllium de la manière suivante, 1s2 pour dire qu'il y a 2 électrons sur la couche 1s et 2s2 pour dire qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 2s.
La sous-couche de S ne pouvant contenir que 2 électrons au maximum, les atomes possédant un numéro atomique supérieur à 4 vont voir leur électron suivant se placer sur ce que l'on va appeler la sous-couche 2p. Nous sommes ici toujours à la deuxième ligne du tableau périodique, avec l'atome de bore qui possède 5 électrons, dont 2 vont se placer sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, et le dernier électron il va aller se placer sur la sous-couche 2p, qui elle pourra contenir jusqu'à 6 électrons. La structure électronique du bore peut donc être notée 1s2, 2s2 et 2p1. Le carbone, quant à lui, il a 6 protons dans son noyau. Donc il aura 6 électrons qui tournent autour, étant donné qu'il est électriquement neutre. Parmi ces 6 électrons, 2 seront sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, et les deux suivants sur la sous-couche 2p. La structure électronique du carbone peut donc s'écrire 1s2, 2s2, 2p2. L'azote, de symbole grand N, possède lui 7 électrons, et sa structure électronique, que l'on peut également appeler configuration électronique, s'écrira 1s exposant 2 pour signifier qu'il y a 2 électrons sur la couche 1s, 2s exposant 2 pour signifier qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 2s, et 2p exposant 3 pour signifier qu'il y a 3 électrons sur la sous-couche 2p. Toujours sur la deuxième ligne, on retrouve l'atome d'oxygène qui possède 8 protons et donc 8 électrons. Les 4 premiers électrons vont remplir la couche 1s et la sous-couche 2s, et les 4 électrons restants de l'oxygène se placeront sur la sous-couche 2p. La structure électronique de l'oxygène peut ainsi s'écrire 1s2, 2s2 et 2p4, puisqu'il y a 4 électrons sur la sous-couche 2p. Le fluor à présent possède 9 électrons, puisque son numéro atomique est égal à 9. Les 5 derniers électrons sont placés sur la sous-couche 2p, et la structure électronique du fluor est 1s2, 2s2 et 2p5. Enfin, le néon, que l'on retrouve à la dernière colonne de cette seconde ligne du tableau périodique, possède 10 électrons, 2 sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s et 6 sur la sous-couche 2p. La sous-couche 2p du néon est donc remplie, puisque nous avions dit que cette sous-couche contenait au maximum 6 électrons. Passons à présent à la troisième ligne du tableau périodique avec le sodium, de symbole Na. Le sodium possédant plus de 10 électrons, ses couches 1s, 2s et 2p seront remplies. Les électrons suivants vont aller se placer sur une troisième couche. Vous voyez ici la troisième couche qui est également constituée de deux sous-couches. Les règles sont les mêmes que pour la deuxième. La première sous-couche 3s, elle va pouvoir contenir au maximum 2 électrons, tandis que la deuxième sous-couche 3p, elle pourra contenir 6 électrons. Concernant le sodium qui a 11 électrons, sa structure électronique sera 1s2, 2s2, 2p6 et 3s1, puisqu'il a un électron sur cette sous-couche 3s. À présent, le magnésium, de symbole Mg, juste à côté, possède un numéro atomique de 12. Il a donc 12 protons dans son noyau et par conséquent 12 électrons. Les deux premiers se placent sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, les 6 d'après sur la sous-couche 2p et les deux derniers sur la sous-couche 3s. La sous-couche 3s qui est à présent remplie car elle ne peut contenir au maximum que 2 électrons. L'aluminium, prochain élément de la troisième ligne du tableau périodique, il va avoir 13 électrons. Et ce 13e électron, il va se placer sur la sous-couche 3p. La structure électronique de l'aluminium, c'est par conséquent 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p1, puisqu'il y a un seul électron sur cette sous-couche 3p. Le silicium, de numéro atomique 14, possède 14 protons, et donc 14 électrons, qui se rangent comme d'habitude, les deux premiers sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, les 6 d'après sur la sous-couche 2p, enfin les 11e et 12e électrons vont aller sur la sous-couche 3s, et le 13e et le 14e électron sur la sous-couche 3p. Le phosphore, de symbole chimique P, possède 15 électrons, et sa structure atomique sera donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p3. Puisque toutes les couches précédentes sont remplies, les 3 derniers électrons viennent se placer sur cette sous-couche 3p. Le soufre, à présent, autre élément de la troisième ligne, va avoir des électrons sur les 3 couches, comme tous les éléments de cette troisième ligne. Et sa structure électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p4, nous indique exactement où sont placés ces électrons.
De même pour le chlore, dont la structure électronique est 1s2, pour dire qu'il y a 2 électrons qui se sont placés sur la couche 1s, 2s2 pour signifier qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 2s, 2p6 pour dire qu'il y a 6 électrons qui se sont mis sur la sous-couche 2p, 3s2 pour indiquer qu'il y a 2 électrons sur la sous-couche 3s, et enfin 3p5 pour les 5 électrons qui sont situés sur la sous-couche 3p. L'argon, le dernier élément de cette troisième ligne, va avoir sa troisième couche qui est remplie. En effet, la sous-couche 3p, comme la sous-couche 2p, elle peut contenir au maximum 6 électrons. Et la structure électronique de l'argon, c'est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. La structure électronique des atomes de la quatrième ligne du tableau périodique, elle n'est pas au programme de seconde et nous allons donc nous arrêter là. Essayons maintenant de résumer tout ce que nous avons vu dans cette première partie sur l'organisation des électrons autour du noyau. Nous avons vu déjà que les électrons ils vont se placer successivement sur des couches électroniques. Successivement, c'est-à-dire qu'ils vont remplir d'abord la première couche, la plus proche du noyau, puis la deuxième, puis la troisième. Il est par exemple impossible d'avoir un atome de carbone avec 6 électrons qui se placeraient un peu sur la première couche, puis un peu sur la troisième couche. Non, ils doivent d'abord remplir la première couche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, puis la sous-couche 2s jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, puis la sous-couche 2p, et ainsi de suite. La première couche électronique, c'est donc celle qui est la plus proche du noyau. On l'appelle la couche 1s, et elle peut contenir au maximum 2 électrons. La deuxième couche, qui va se remplir une fois que la première couche est saturée, c'est-à-dire pleine, elle est divisée en 2 sous-couches. La sous-couche 2s, qui peut contenir elle aussi 2 électrons, et la sous-couche 2p, qui elle va pouvoir en contenir 6. Et la troisième couche, elle va posséder les mêmes propriétés que la seconde, à savoir une sous-couche 3s où peuvent se placer 2 électrons et une sous-couche 3p où peuvent se placer 6 électrons. Quant aux structures électroniques qu'on va vous demander d'écrire, que l'on peut également appeler les configurations électroniques, elles permettent de dire quelles sont les couches d'un atome qui possèdent des électrons et combien il y a d'électrons sur chacune d'entre elles. Ces structures électroniques ne sont pas à retenir par cœur, mais vous devez être capable de les retrouver si vous connaissez le nombre d'électrons que possède un atome. Par exemple, si je vous demande la structure électronique d'un atome d'azote, dont l'écriture conventionnelle est grand N pour le symbole et 7 pour le numéro atomique, vous devez être capable de dire que l'azote il a 7 protons, et par conséquent 7 électrons, que ces deux premiers électrons vont aller se placer sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, et les trois derniers sur la sous-couche 2p. On a bien donné la structure électronique de l'azote avec les premières couches 1s et la sous-couche 2s qui sont remplies. Et si je fais la somme de mes exposants, qui représentent les électrons, 2 plus 2 plus 3, ça nous donne bien 7, comme le nombre d'électrons que possède un atome d'azote. La structure électronique est donc correcte. On peut aussi vous demander la structure électronique d'un atome sans vous donner l'écriture conventionnelle. Par exemple, quelle serait la structure électronique d'un atome de soufre? Et dans ce cas-là, c'est à vous d'aller chercher dans le tableau périodique où se trouve le soufre et quel est son numéro atomique. Le soufre, en l'occurrence, il a un numéro atomique de 16, ce qui signifie qu'il a 16 protons et par conséquent 16 électrons. Et du coup, la structure électronique du soufre, elle s'écrira 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p4. Ici, on a bien 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 4 qui nous donne 16. On retrouve bien nos 16 électrons. Et les couches qui précèdent la sous-couche 3p sont toutes remplies. On a bien 2 électrons sur la couche 1s qui peut en contenir au maximum 2. 2 électrons sur la sous-couche 2s qui elle aussi peut en contenir au maximum 2. Nous avons 6 électrons sur la sous-couche 2p qui elle peut en contenir jusqu'à 6. Et 2 électrons sur la sous-couche 3s qui peut en contenir au maximum 2. Notre structure électronique, elle est donc correcte puisque nous avons bien respecté les règles de remplissage des différentes couches électroniques. Enfin, une remarque importante que vous aurez pu faire lorsque nous avons parcouru la structure électronique des différents éléments du tableau périodique, c'est que les éléments de la première ligne du tableau, qui sont l'hydrogène et l'hélium, ne possèdent des électrons que sur la première couche électronique. Les éléments de la deuxième ligne du tableau périodique, ils possèdent des électrons uniquement sur les deux premières couches. Et les éléments de la troisième ligne du tableau périodique, ils possèdent des électrons uniquement sur les trois premières couches électroniques, etc. Parlons à présent des électrons de valence. Chaque atome, il va posséder parmi ses électrons un ou plusieurs que l'on appellera électrons de valence.
Ces électrons de valence, ce sont ceux qui vont être situés sur la dernière couche électronique de l'atome, que l'on appellera la couche externe. Par exemple, l'atome d'oxygène que vous voyez ici possède des électrons sur sa première couche et sur sa deuxième couche. Sa structure électronique, comme nous l'avions vu, elle sera donc de 1s2, 2s2, 2p4. Lorsque l'on cherche la couche externe d'un atome, on va bien parler de couche et non de sous-couche. Ainsi, la couche externe pour l'hydrogène, c'est la couche numéro 2. La couche numéro 1, pour l'oxygène, ce sera considéré comme sa couche interne. Elle ne nous intéresse pas pour trouver les électrons de valence. En effet, par définition, les électrons de valence, ce sont ceux qui sont situés sur la couche externe d'un atome. Donc pour l'oxygène, ce sont tous ceux qui sont situés sur la couche électronique numéro 2, qu'ils soient sur la sous-couche de S ou sur la sous-couche de P. Et comme l'oxygène possède 2 électrons sur sa sous-couche de S et 4 électrons sur sa sous-couche de P, alors l'oxygène il possède en tout 6 électrons sur sa couche numéro 2. Ces 6 électrons sont appelés les électrons de valence. L'oxygène, c'est donc un atome qui possède 6 électrons de valence. Si on regarde maintenant l'atome de carbone, qui est également sur la deuxième ligne du tableau périodique, et qui possède donc des électrons sur les couches 1 et 2, et bien pour cet atome, la couche 1 est également la couche interne, qui ne va pas nous intéresser, et nous allons regarder uniquement les électrons qui sont placés sur la deuxième couche, à savoir les 2 sur la sous-couche 2s et les 2 sur la sous-couche 2p. Et nous allons pouvoir dire que le carbone il possède 4 électrons de valence, rien qu'en regardant sa structure électronique. Par contre, si on regarde à présent un atome situé sur la troisième ligne du tableau périodique, comme l'aluminium, dont la structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p1, et bien la couche externe de cet atome, c'est cette fois-ci la couche numéro 3, les couches 1 et 2 étant considérées comme des couches internes. Et si on compte les électrons présents sur la couche externe de l'aluminium, donc sur sa couche la plus éloignée du noyau, la couche numéro 3, il y en a 3, 2 sur la sous-couche 3s et 1 sur la sous-couche 3p, ce qui nous permet de dire que l'aluminium possède 3 électrons de valence. Donc la méthode pour trouver les électrons de valence, vous l'aurez compris, il faut déjà écrire la structure électronique de l'atome. Ensuite, il faut déterminer quelle est la couche externe de cet atome, ou autrement dit, quelle est la dernière couche qui possède des électrons. Puis, il faut compter les électrons qui sont présents sur cette couche externe. Et enfin, on donne le résultat, comme par exemple avec cet atome de chlore qui possède 7 électrons de valence, puisqu'il y en a 2 sur la sous-couche 3s et 5 sur la sous-couche 3p. Attaquons-nous à la troisième partie de ce cours et commençons par résumer tout ce que nous connaissons sur le tableau périodique. Nous avons vu que les atomes y sont rangés dans un ordre bien précis, déjà du plus léger jusqu'au plus lourd. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons également vu que les lignes du tableau périodique ont leur importance. La première ligne, elle ne comprend que des atomes qui ont des électrons uniquement sur la première couche électronique. La deuxième ligne, elle comprend des atomes qui ont des électrons sur les couches 1 et 2 uniquement, etc. À présent, nous allons nous intéresser aux colonnes, puisque les colonnes ont également un sens et qu'en réalité, les atomes d'une même famille chimique sont regroupés au sein d'une même colonne. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que les atomes de la première colonne, par exemple, ils ont en commun et qui fait d'eux une famille chimique? Pour répondre à cette question, nous allons regarder uniquement les atomes au programme de seconde, c'est-à-dire ceux qui sont situés sur les 3 premières lignes, et commencer à regarder donc ce qu'ont en commun les atomes de la première colonne, à savoir l'hydrogène, le lithium et le sodium. Mais sachez que le potassium, qui est situé à la 4e ligne et à la première colonne, il va posséder les mêmes propriétés que ces 3 atomes-là. Le rubidium, qui est à la 5e ligne et à la première colonne également, possédera lui aussi une propriété en commun avec les 3 atomes que vous voyez ici. Et si on regarde bien la structure électronique de ces atomes de la première colonne et qu'on s'amuse à identifier la couche externe pour chacun d'entre eux, la couche externe étant la couche la plus éloignée du noyau, donc pour l'hydrogène c'est la couche numéro 1, pour le lithium c'est la couche numéro 2 et pour le sodium c'est la couche numéro 3. Et on va constater que ces éléments de la première colonne, ils ne possèdent qu'un seul électron sur leur couche externe. Autrement dit, les atomes de la première colonne, ils ne possèdent qu'un seul électron de valence. Et ceci est très important car les électrons, ils ont tendance à remplir les couches électroniques. Donc si un électron se retrouve seul en périphérie d'un atome, il va avoir tendance à s'en aller pour aller remplir une couche électronique d'un autre atome.
Et c'est donc cette propriété que vont se partager les atomes de la première colonne. C'est une faculté à perdre un électron de valence et à finalement devenir des cations. On dit que ces éléments, comme le lithium, qui va former des ions Li+, le sodium, qui va former des ions Na+, ou encore le potassium, à la quatrième ligne, qui n'apparaît pas ici, mais qui va former des ions K+, ils appartiennent à la famille des alcalins. L'hydrogène, c'est un atome forcément un petit peu particulier, qui n'est pas un alcalin, mais qui est quand même rangé dans cette colonne, puisqu'il n'a qu'un seul électron de valence, et il va lui aussi pouvoir former des ions H+, en perdant un électron. Les éléments situés sur la deuxième colonne, ils font eux partie de la famille des alcalinoterreux. Ils possèdent chacun 2 électrons de valence. Et ils vont eux aussi avoir tendance à perdre ces 2 électrons pour former des cations, mais cette fois-ci ce sera des cations avec 2 charges positives, comme les ions Be2+, Mg2+, ou Ca2+. Maintenant, si on va voir de l'autre côté du tableau périodique, à l'avant-dernière colonne, ou bien à la 7e colonne de notre tableau simplifié en classe de seconde, on va constater que ce sont tous des atomes qui ont 7 électrons de valence. Ce sont des atomes qui vont avoir tendance à gagner un électron pour remplir leur dernière couche électronique. Ces atomes de l'avant-dernière colonne font partie de la famille des halogènes. Ils vont avoir tendance à récupérer un électron et donc à devenir des anions comme l'ion fluor, F-, l'ion chlorure, Cl-, etc. Concernant les atomes situés plus au centre du tableau périodique, nous allons principalement retrouver des éléments de la famille des non-métaux, comme le carbone et l'oxygène, qui vont eux avoir des couches externes plus ou moins à moitié remplies. Et bien ces atomes du milieu du tableau périodique, ils ne vont pas perdre d'électrons ni en gagner pour devenir des ions, ils vont plutôt s'assembler entre eux pour former des molécules, comme la molécule de dioxyde de carbone que vous connaissez bien. Nous verrons exactement comment se forment les molécules et les ions et selon quelles règles dans le prochain chapitre, mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que les atomes d'une même colonne, ils possèdent les mêmes propriétés chimiques. Ils appartiennent souvent à la même famille chimique, à quelques exceptions près, comme l'hydrogène. Mais en tout cas, ces propriétés que les atomes d'une même colonne partagent, elles viennent du fait qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence sur leur couche externe. Ce qui est très important car c'est le nombre d'électrons de valence qui va déterminer si l'atome va avoir tendance à former tel ou tel ion ou telle molécule. Donc nous avons parlé de la première colonne et de la famille des alcalins, de la 7e colonne et de la famille des halogènes. Ces familles, elles ne sont pas forcément à retenir. Mais il existe une famille très importante qui, elle, est à retenir. Si on regarde la dernière colonne du tableau périodique, on va retrouver uniquement des éléments qui ont leur couche externe totalement remplie. La couche externe pour l'hélium, c'est la couche numéro 1, qui, comme nous l'avons dit, ne peut contenir que 2 électrons au maximum. La couche externe pour le néon, c'est la couche numéro 2, qui peut contenir au maximum 8 électrons, 2 sur la sous-couche de S et 6 sur la sous-couche de P. Et pour l'argon, la couche externe, c'est la couche numéro 3, et elle est également remplie puisque la couche 3 de l'argon, elle contient 8 électrons, 2 sur la sous-couche 3S et 6 sur la sous-couche 3P, ce qui est le maximum. Donc tous les éléments de la dernière colonne, ils ont des couches externes qui sont remplies. Et ceci va impliquer que ces atomes, ils ne vont jamais gagner ou perdre d'électrons. Ils ne vont pas non plus former des molécules avec d'autres atomes. C'est ce qu'on appelle des atomes extrêmement stables qui vont toujours rester sur la même forme. Et on dit que l'hélium, le néon ou encore l'argon font partie finalement de la famille des gaz nobles. Et pour le coup, cette dernière famille chimique, elle est à retenir. Les gaz nobles, ce sont des éléments chimiques dont les couches électroniques sont remplies. Ils sont extrêmement stables et ne changent jamais de forme pour devenir des ions. Ils restent également toujours seuls et ne forment jamais de molécules avec d'autres atomes. D'ailleurs, les autres éléments chimiques du tableau périodique, ils vont en réalité essayer de gagner en stabilité pour ressembler à des gaz nobles. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Mais pour l'instant, ce que vous devez retenir de ce cours, c'est comment les électrons ils vont s'organiser autour du noyau d'un atome en remplissant successivement des couches électroniques, les couches 1s, 2s, 2p, 3s et 3p, que les éléments de la première ligne, ils ne possèdent qu'une seule couche électronique, ceux de la deuxième ligne, ils vont posséder 2 couches électroniques, ceux de la troisième ligne 3, etc. Il faut aussi savoir noter la structure électronique d'un atome en faisant apparaître le nombre d'électrons sur chaque couche, être capable d'identifier parmi ces électrons lesquels sont des électrons de valence. Et enfin, il faut retenir que le nombre d'électrons de valence d'un atome, il va lui permettre d'avoir tel ou tel comportement, ce qui va lui valoir d'être classé
dans une certaine famille, dans une certaine colonne du tableau périodique. Et retenez enfin que la dernière colonne du tableau périodique, elle contient les gaz nobles, des éléments stables qui ont leur couche externe remplie d'électrons de valence. Passons maintenant au quatrième chapitre de cette partie du programme sur la modélisation de la matière. Nous avons ici un chapitre très complet et il est indispensable d'être au point sur les chapitres précédents avant de le visualiser. Ce chapitre, c'est donc la suite logique du chapitre sur le cortège électronique. Il faut bien connaître les structures électroniques, ce que c'est que les électrons de valence, être capable de les identifier et aussi savoir ce qu'est un gaz noble. De plus, c'est un chapitre un peu long, vous pouvez donc le visualiser en plusieurs fois, faire des pauses entre chaque partie ou des exercices pour vérifier que vous avez bien compris le contenu passé au cours d'une partie. Nous allons voir dans la première partie comment se forment les ions monoatomiques, c'est-à-dire comment se forment les ions à partir d'un atome. Dans une deuxième partie, nous verrons comment s'assemblent les atomes pour former des molécules. Il vous est possible de passer dans la description de la vidéo d'une partie à l'autre si vous souhaitez ne visualiser que la partie sur les ions ou que la partie sur les molécules. Une fois que nous aurons vu comment se forment les molécules, nous allons voir comment les noter. Il existe plusieurs manières de les noter, dont le schéma de Lewis qui apparaît ici, qui est nouveau en classe de seconde et qu'il faudra également bien maîtriser. Et enfin, dans une dernière partie un petit peu plus courte et qui contient quelques calculs mathématiques, nous évoquerons les énergies de liaison. Nous avons vu lors du précédent cours la famille des gaz nobles, qui regroupe les éléments de la dernière colonne du tableau périodique. Ces gaz sont les plus stables qui existent. Ils ne vont jamais s'assembler avec d'autres atomes pour former des molécules, ni gagner ou perdre d'électrons pour devenir des ions. Et ce qu'ils ont en commun, ces gaz nobles, si on regarde leur structure électronique, et en particulier la couche externe, donc on rappelle que la couche externe, c'est la couche qui contient des électrons et qui est la plus éloignée du noyau. Il s'agit de la couche numéro 1 pour l'hélium, de la couche numéro 2 pour le néon, ou de la couche numéro 3 pour l'argon. Et bien cette couche externe, pour les gaz nobles, elle est toujours remplie. Nous avons en effet vu lors du dernier chapitre que la couche numéro 1 peut contenir au maximum 2 électrons, tandis que la couche numéro 2 et la couche numéro 3 elles peuvent contenir au maximum 8 électrons. Lorsqu'une couche externe est remplie, on dit qu'elle est saturée. Donc les couches externes des gaz nobles, étant saturées, elles ne peuvent plus recevoir ni donner d'électrons. Ce qui fait que les gaz nobles sont des éléments chimiques stables qui restent toujours de la même forme. Ce petit rappel étant fait, intéressons-nous maintenant aux autres atomes qui vont, eux, vouloir ressembler aux gaz nobles. En réalité, ce que les autres atomes cherchent à faire, c'est de gagner en stabilité. Et pour être stable, nous avons vu qu'il faut avoir une couche externe saturée, c'est-à-dire remplie d'électrons. Donc les autres atomes, ils vont modifier leur structure électronique en expulsant ou en recevant des électrons, de manière à ce que leur dernière couche, elle possède le nombre maximal d'électrons. Donc lorsque les atomes modifient leur structure électronique pour gagner en stabilité, ils vont devenir des ions, ou bien former des molécules comme on verra dans la deuxième partie du cours. S'ils sont effectivement devenus stables, alors on dira qu'ils répondent à la règle du duet ou de l'octet. Donc qu'est-ce que c'est que ces règles du duet et de l'octet? Regardons déjà la règle du duet. Elle nous dit qu'un atome ou un ion, il est stable si sa couche externe elle est remplie avec 2 électrons. Donc cette règle, elle ne va en fait concerner que les atomes très petits avec un numéro atomique inférieur à 4. Regardons par exemple l'hydrogène, de numéro atomique Z est égal à 1, donc il ne possède qu'un seul électron. Et bien pour gagner en stabilité, l'atome d'hydrogène il va accueillir un électron supplémentaire sur sa couche électronique. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus en présence d'un atome d'hydrogène, mais bien d'un ion hydrure, étant donné que cet ion il possède un seul proton dans son noyau et 2 électrons qui tournent autour. Il aura donc pour symbole H-. Donc l'ion hydrure, il possède une structure électronique stable, comme l'atome d'hélium d'ailleurs, et on dit qu'il satisfait la règle du duet, car la couche externe de cet ion elle est remplie avec 2 électrons. Regardons ce qui se passe avec l'atome de lithium, qui lui aussi a un numéro atomique inférieur à 4, puisqu'il possède 3 protons dans son noyau. Par conséquent, il a 3 électrons qui tournent autour, dont 2 sur la première couche et 1 sur la deuxième. Donc concernant le lithium, pour avoir une couche externe remplie, il va être plus facile de se séparer d'un électron plutôt que d'en gagner 7. Et une fois qu'il aura expulsé un électron, le lithium, il aura formé un ion lithium. Cet ion est stable et satisfait lui aussi la règle du duet, puisque la couche externe de cet ion, elle est bien remplie ou saturée avec 2 électrons. Regardons un dernier atome qui va satisfaire la règle du duet en arrangeant sa structure électronique. Il s'agit du beryllium, de numéro atomique 4, qui a donc 4 protons et 4 électrons.
Pour lui aussi, lorsqu'il va modifier sa structure électronique pour gagner en stabilité, il va être plus facile d'expulser 2 électrons plutôt que d'en gagner 6. Et suite à l'expulsion de ces 2 électrons, se forme l'ion beryllium, qui lui aussi a une couche externe saturée qui répond donc à la règle du duet, puisque la couche externe est bien remplie avec 2 électrons. Nous avons donc vu comment se forment les ions hydrure, lithium et beryllium selon la règle du duet. Maintenant, les atomes plus importants, ils vont subir des modifications de leur structure électronique pour gagner en stabilité également, mais eux, ils vont répondre à la règle de l'octet, qui nous dit qu'un ion il est stable si sa couche externe elle est remplie avec 8 électrons. Si on prend par exemple le sodium de numéro atomique 11, il possède uniquement un électron de valence sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3. Lors de la modification de sa structure électronique, il va donc perdre un électron pour que sa couche externe devienne la couche numéro 2. Et lorsque sa couche externe devient la deuxième, elle est à présent remplie ou saturée. L'ion sodium il est donc chimiquement stable et il répond à la règle de l'octet, puisque sa couche externe elle est remplie avec 8 électrons. Il a par ailleurs la même structure électronique que le néon. Donc l'ion sodium, il aura pour symbole Na+, étant donné qu'il possède 11 protons dans son noyau, et 10 électrons en comptant ceux des 2 couches. Regardons maintenant l'atome de fluor, qui a lui sa couche externe, qui est la numéro 2. Et si vous regardez bien sur cette couche, vous voyez qu'il possède 7 électrons de valence. Pour cet atome-là, lorsqu'il va modifier sa structure électronique pour gagner en stabilité, il va être plus facile de récupérer un électron. Et il devient ainsi un ion fluorure, de symbole F-, puisqu'il possède toujours 9 protons dans son noyau, mais cette fois-ci avec 10 électrons qui vont tourner autour, dont 8 qui se trouvent sur sa couche externe. Ce qui implique que sa couche externe de cet ion fluorure, elle est saturée, et donc il répond bien à la règle de l'octet. Donc retenez bien que pour gagner en stabilité, certains atomes vont gagner ou perdre des électrons pour satisfaire la règle du duet, dans le cas des petits atomes, ou la règle de l'octet, dans le cas de la majorité des atomes, et ils vont ainsi devenir des ions. Donc par exemple, les ions sodium, Na+, potassium, K+, calcium, Ca2+, magnésium, Mg2+, chlorure, Cl-, fluorure, F-. Ils répondent tous aux règles du duet ou de l'octet, et ce sont des entités chimiques plus stables que les atomes originels. Et vous devez être capable de donner la formule de ces ions en sachant combien d'électrons ils ont gagné ou perdu pour avoir finalement une couche externe saturée. Par exemple, si je vous demande la formule de l'ion potassium, vous devez être capable d'aller chercher dans votre tableau périodique pour trouver que le potassium a pour symbole K. Et si vous vous souvenez bien de votre dernière leçon, vous vous rappelez que les atomes ils sont rangés par colonne dans le tableau périodique en fonction du nombre d'électrons de valence qu'ils possèdent. Le potassium, c'est un alcalin, comme le sodium et le lithium que nous venons de voir. Il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, et pour gagner en stabilité, il va perdre cet électron. Et en le perdant, il se retrouve avec un proton de plus que les électrons, et la formule de l'ion potassium, c'est donc K+. À présent, si je vous demande la formule de l'ion calcium, qui fait partie des alcalinotéreux, vous allez chercher le calcium et voir qu'il a pour symbole Ca, et qu'il se trouve dans la deuxième colonne. Et comme tous les atomes de la seconde colonne, il possède 2 électrons de valence qu'il va pouvoir perdre lors de sa modification électronique pour gagner en stabilité. Ainsi, l'ion calcium se notera Ca2+, puisqu'il aura perdu 2 électrons et qu'il possédera donc 2 protons en excès dans son noyau. Maintenant, je peux aussi vous demander de me donner la formule d'un ion monoatomique sans regarder dans le tableau périodique. Par exemple, si je vous demande la formule de l'ion magnésium, sachant que l'atome originel de magnésium possède un numéro atomique de 12, eh bien, vous pouvez retrouver la formule de cet ion grâce à la structure électronique de cet atome que vous avez vu dans le chapitre précédent. Si vous avez un atome qui a pour numéro atomique 12, cela signifie qu'il possède 12 protons dans son noyau et qu'il y a 12 électrons autour. Les deux premiers, ils se placent sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, les 6 d'après vont se placer sur la sous-couche 2p, ce qui nous fait pour l'instant 10 électrons. 2 plus 2 égale 4, 4 plus 6 égale 10, il nous en manque encore 2, qui vont eux se placer sur la sous-couche 3s. Ce sont donc ces 2 électrons qui vont nous intéresser puisqu'ils se trouvent sur la dernière couche électronique de l'atome et que ce sont donc ces électrons de valence.
Lorsqu'un atome de magnésium va vouloir gagner en stabilité, il va se séparer de ces deux électrons. Et lorsqu'il va perdre ces deux électrons de valence, sa couche externe, elle sera à ce moment-là saturée. Ce sera la couche numéro 2. Donc l'ion magnésium, il répond bien à la règle de l'octet, car il a 8 électrons sur sa dernière couche qui est remplie. Et si on regarde la structure électronique de l'ion magnésium, donc de l'ion qui s'est formé, on constate qu'il a 10 électrons en tout, mais dans son noyau, il y a toujours les 12 protons. Donc l'ion magnésium ayant 2 protons en excès, sa formule, elle est donc Mg2+. Pareil pour l'ion chlorure, issu d'un atome de chlore, qui a initialement 17 protons et 17 électrons. Si le chlore a 17 électrons, sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. La couche externe de l'atome de chlore, c'est la couche la plus éloignée du noyau, elle possède 7 électrons. Il sera donc plus facile pour cet atome, pour gagner en stabilité, qu'il récupère un électron plutôt qu'il en lâche 7. Et finalement, en faisant ceci, en récupérant un électron, la structure électronique de l'ion chlorure, elle sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. Cet ion chlorure, il satisfait bien la règle de l'octet, puisque sa couche externe, elle est saturée avec 8 électrons. Il possède donc en tout 18 électrons. Et puisque l'ion chlorure possède 18 électrons, mais toujours 17 protons dans son noyau, il a un électron en excès, et son symbole c'est Cl-. C'est donc un anion avec une charge négative. Terminons juste cette partie sur la formation des ions avec l'atome d'hydrogène qui est un atome un petit peu particulier de par sa configuration électronique. Vous constatez qu'il est dans la première colonne du tableau périodique, mais que pourtant il n'a pas la même couleur que les autres alcalins. En effet, c'est un atome plus léger et il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, qui peut en contenir au maximum 2, la couche 1s, comme nous avons vu au cours précédent. Ce qui fait que pour gagner en stabilité, il va avoir plusieurs possibilités. Il va pouvoir former un ion hydrure, comme nous avons vu précédemment, pour satisfaire la règle du duet. Mais ça va être aussi facile pour lui de perdre un électron pour devenir un ion H+, qu'on appellera alors l'ion hydron. Et il va même être capable de former des molécules en s'assemblant avec d'autres atomes du tableau périodique dont les couches externes sont plus ou moins à moitié remplies. Une molécule que vous connaissez bien et qui se forme avec des atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, c'est la molécule d'eau. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce cours et nous demander pourquoi et comment se forme cette molécule d'eau. Regardons plus particulièrement l'atome d'oxygène qui est au cœur de cette molécule et que l'on retrouvera aussi fréquemment dans d'autres molécules. Cet atome, il possède en tout 8 électrons, dont 6 sur sa couche externe qui est la couche numéro 2. Pour la formation des molécules, ce qui va importer, ce sont les électrons de valence. Donc pour une meilleure visualisation de ce qui se passe, on va uniquement dessiner la couche externe des atomes avec ces électrons de valence. L'oxygène, même s'il a 8 électrons au total, il en possède seulement 6 de valence, ce qui vont potentiellement nous intéresser pour créer des liaisons avec d'autres atomes. Si on regarde l'hydrogène maintenant, on sait que lui, il a un seul électron de valence sur sa couche externe qui est la couche numéro 1. Les deux atomes ils vont se rapprocher et créer une liaison pour avoir une structure électronique identique à celle des gaz nobles, comme dans le cas de la formation des ions. Donc les électrons vont s'associer et former une paire qui va relier les atomes entre eux. Cette paire d'électrons qui relie les atomes, on l'appellera une liaison covalente. Donc ces électrons ils restent toujours ensemble et ils sont positionnés sur les couches externes des deux atomes à la fois pour permettre aux atomes de gagner en stabilité. Vous remarquez d'ailleurs qu'à présent l'hydrogène, il possède 2 électrons sur sa couche externe. Cette couche externe étant la couche numéro 1, elle est donc remplie. Et l'hydrogène, il satisfait à ce moment-là la règle du duet. Et si on a un deuxième atome d'hydrogène qui vient lui aussi partager un électron avec l'atome d'oxygène pour créer une autre liaison covalente, on a ainsi une molécule d'eau qui s'est formée. Et on a les 3 atomes qui ont gagné en stabilité. Les 2 atomes d'hydrogène répondent bien à la règle du duet, tandis que l'atome d'oxygène, lui, il répond à la règle de l'octet. Donc ce qu'il faut bien retenir de cet exemple et de la formation des molécules, c'est qu'au final, ce sont des entités qui sont plus stables chimiquement que les atomes, tout comme les ions ou les gaz nobles. Et elles vont se former lorsque des atomes vont partager ensemble des électrons. Le partage d'électrons est une action réciproque, c'est-à-dire que si un atome d'oxygène partage un électron avec un atome d'hydrogène,
il reçoit en retour également un électron partagé. Ces électrons non seulement permettent aux atomes d'augmenter leur stabilité, mais ils créent aussi surtout ce qu'on appelle une liaison covalente qui va maintenir les deux atomes fixés entre eux. Et lorsqu'une molécule est formée, tous les atomes ont gagné en stabilité. Et ils respectent à ce moment-là soit la règle du duet, soit la règle de l'octet, à savoir que leur couche externe, elle est finalement remplie d'électrons. Enfin, une chose très importante, c'est que chaque atome va pouvoir faire un certain nombre de liaisons covalentes. Et cela dépend de son nombre d'électrons de valence, comme nous avons vu avec l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène, par exemple, il ne peut faire qu'une seule liaison covalente. Pourquoi? Parce que sa structure électronique, c'est 1s1, ce qui veut dire que sa couche externe, c'est la couche numéro 1, qu'elle peut contenir 2 électrons au maximum, mais qu'initialement, elle n'en contenait qu'un. L'hydrogène, il va donc pouvoir recevoir un électron supplémentaire, et donc il va pouvoir créer une liaison covalente. Quant à l'oxygène, sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Sa couche externe, c'est donc la couche numéro 2, qui elle va pouvoir contenir au maximum 8 électrons. Mais initialement, l'oxygène, il ne possède que 6 électrons de valence. Il va donc pouvoir en recevoir 2 supplémentaires, ce qui va signifier qu'il va pouvoir créer 2 liaisons covalentes. Regardons à présent l'atome de carbone, un autre atome qu'on va souvent retrouver dans les molécules. Sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2, ce qui signifie qu'il a lui 4 électrons de valence sur sa couche externe. Sa couche externe étant la couche numéro 2, elle peut contenir jusqu'à 8 électrons au total. Donc le carbone, il va pouvoir recevoir 4 électrons supplémentaires et par conséquent, il va pouvoir créer 4 liaisons covalentes. Regardons par exemple comment se forme une molécule avec du carbone, la molécule de méthane par exemple, qui sera constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Donc toujours pour faciliter la visualisation, nous allons dessiner seulement les électrons de valence, ceux qui vont nous intéresser pour faire les liaisons covalentes. Donc on sait bien que le carbone il possède 6 électrons, mais ceux qui nous intéressent ce sont uniquement les 4 qui se trouvent sur sa couche externe. Et on a donc 4 atomes d'hydrogène qui vont se présenter face au carbone pour gagner en stabilité et former avec lui une molécule. On rappelle que de par leur structure électronique, chaque atome d'hydrogène il ne pourra faire qu'une seule liaison covalente. Ils vont donc se lier au carbone et créer chacun une liaison covalente en partageant un électron et en recevant un électron en retour. Ainsi, chacun des atomes d'hydrogène répond à la règle du duet, puisque leur couche externe, qui ne peut contenir que 2 électrons, en contient à présent 2. Quant au carbone, ayant reçu 4 électrons en partage, il possède à présent 8 électrons sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2. Et cette couche numéro 2, vu qu'elle ne peut contenir que 8 électrons au maximum, l'atome de carbone, il satisfait à présent la règle de l'octet. Tous les atomes ont donc gagné en stabilité et une molécule de méthane s'est formée. Voyons à présent une autre molécule formée avec du carbone, la molécule de dioxyde de carbone, que vous connaissez bien, le CO2, composé de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Nous avons ici dessiné uniquement les électrons de valence, à savoir 4 pour le carbone, qui va pouvoir recevoir 4 électrons et donc faire 4 liaisons covalentes, et 6 pour l'oxygène, qui va donc pouvoir recevoir 2 électrons et faire 2 liaisons covalentes. Les atomes d'oxygène vont venir se lier à l'atome de carbone, chacun va partager avec lui 2 électrons, et nous avons ainsi 4 liaisons covalentes qui se sont créées. Les atomes d'oxygène pouvant faire 2 liaisons, nous avons donc une double liaison qui s'est effectuée entre chaque atome d'oxygène et l'atome de carbone. Vous voyez d'ailleurs bien cette double liaison sur la représentation moléculaire du dioxyde de carbone, en haut à gauche, avec les boules rouges pour l'oxygène et la boule noire pour le carbone. Donc vous avez 2 liaisons entre chacun des atomes. Le carbone, il fait quant à lui, comme nous l'avons vu, systématiquement 4 liaisons covalentes. Et suite à la formation de cette molécule, on constate bien que tous les atomes, ils respectent à présent les règles de stabilité. Ici, en l'occurrence, la règle de l'octet, qui nous dit que l'atome il est stable si sa couche externe elle est remplie avec 8 électrons. Voyons à présent un dernier atome qui intervient souvent dans la formation des molécules et qu'on retrouve pas mal en classe de seconde, l'atome d'azote. Donc l'azote il a pour symbole grand N et pour numéro atomique 7. Donc il a 7 électrons. Sa structure électronique ce sera 1s2, 2s2, 2p3.
Donc il possède sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2, 5 électrons de valence. Et par conséquent, il va pouvoir accueillir 3 électrons supplémentaires pour que sa couche externe soit remplie. Il va donc pouvoir faire 3 liaisons covalentes. Nous voyons ici 2 atomes d'azote avec leur structure électronique complète, c'est-à-dire avec les 7 électrons. Mais une fois de plus, nous nous intéresserons qu'aux électrons de valence pour la formation des molécules. Donc chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence. Ils vont pouvoir en recevoir 3 pour créer 3 liaisons covalentes et remplir leur couche externe. C'est en effet ce qui va se produire lors de la formation d'une molécule de diazote. Chacun des atomes d'azote partage 3 électrons. Ainsi, 3 liaisons covalentes sont créées et les 2 atomes, ils ont leur couche externe remplie, satisfaisant ainsi la règle de l'octet. Donc lors de la formation du diazote, un gaz qui est grandement présent dans notre atmosphère terrestre par ailleurs, les atomes d'azote, ils forment une triple liaison. Mais dans le cadre de la formation d'une autre molécule, ils peuvent tout aussi bien former 3 liaisons simples avec 3 atomes différents par exemple. C'est ce que nous avons vu aussi avec le carbone qui dans le cadre d'une molécule de méthane formait 4 liaisons simples, alors que dans le cadre d'une molécule de dioxyde de carbone, il formait 2 liaisons doubles. Mais en tout cas, le carbone, il fera toujours 4 liaisons, l'azote, il en fera toujours 3, l'oxygène toujours 2 et l'hydrogène toujours 1. Vous pouvez apprendre ceci par cœur, mais sachez que c'est dû à la structure électronique des atomes. Et si je vous donne un autre atome, vous devez être capable de me dire combien de liaisons covalentes il va pouvoir faire. Maintenant que nous avons vu comment se forment les molécules, nous allons voir qu'il existe plusieurs manières de les écrire. La première, la plus simple, c'est la formule brute. Lors de cette écriture, seulement les atomes et leur nombre apparaissent. La formule brute de la molécule d'eau, c'est donc H2 en indice pour dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, puis O pour dire qu'il y a un seul atome d'oxygène. Le méthane s'écrit C pour dire qu'il y a un atome de carbone et H4 pour dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Le dioxyde de carbone, lui, s'écrit C pour l'atome de carbone et O2 pour les 2 atomes d'oxygène. Et le diazote, il s'écrit N, indice 2 pour les 2 atomes d'azote. Maintenant, on peut aussi écrire les molécules de manière plus précise en faisant apparaître par exemple les liaisons entre les atomes. On appellera cette notation la formule développée. Cela nous permet de voir comment les atomes ils sont reliés entre eux. Par exemple, dans la molécule d'eau, nous savons que chacun des atomes d'hydrogène est relié avec l'oxygène grâce à une liaison covalente. La liaison covalente, elle est donc représentée ici par un trait. Si on regarde la molécule de méthane, les 4 liaisons que fait le carbone avec les 4 atomes d'hydrogène apparaissent. Quant à la molécule de dioxyde de carbone, on va voir 2 traits apparaître entre les atomes d'oxygène et le carbone pour signifier qu'il y a une liaison double entre les atomes. Et pareil pour le diazote, on écrira 3 traits pour signifier qu'il y a une liaison triple entre les atomes d'azote. Parfois, les molécules, elles sont constituées de davantage d'atomes et leur formule développée, elle peut paraître un petit peu complexe. Il peut être alors intéressant de retirer certaines liaisons, les liaisons avec les atomes d'hydrogène, qui n'apportent pas beaucoup d'informations, puisqu'on sait que c'est toujours des liaisons simples, et on ne va pas perdre d'informations sur l'agencement de la molécule. Par exemple, cette molécule d'éthanol que vous voyez ici, elle est composée de 2 atomes de carbone en noir, de 6 atomes d'hydrogène en blanc et d'un atome d'oxygène en rouge. Sa formule brute, c'est donc C2H6O. Pour la formule développée, toutes les liaisons doivent apparaître. On voit donc à gauche le carbone du fond sur la visualisation 3D qui fait 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène et une avec le carbone du milieu. Ceci est très important, le carbone fait toujours 4 liaisons en tout. Le carbone situé au milieu est quant à lui relié au carbone du fond, à l'atome d'oxygène ainsi qu'à 2 atomes d'hydrogène, ce qui lui fait bien également 4 liaisons covalentes. L'oxygène, lui, il est relié à l'atome de carbone central et à un atome d'hydrogène. Il est ainsi impliqué dans 2 liaisons covalentes, ce qui est normal car l'oxygène fait toujours 2 liaisons covalentes. Et donc pour notre formule semi-développée, qui est une simplification de la formule développée, on ne va pas faire apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Ainsi le premier carbone, le carbone du fond, qui fait 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène, s'écrira directement CH3. Il sera relié au second atome de carbone, qui fait lui 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène, et qui par conséquent sera noté directement CH2.
Enfin, ce carbone du milieu, il fait une liaison avec l'oxygène, qui apparaît bien ici, mais la liaison de cet atome d'oxygène avec le dernier atome d'hydrogène n'apparaît pas non plus. On note directement OH. La dernière notation des molécules que nous allons voir, c'est le schéma de Lewis qui est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus complet. Lorsqu'on fait un schéma de Lewis, on fait apparaître tous les électrons de valence des atomes. On les fait apparaître en fait par deux, donc par une paire d'électrons en réalité, que l'on va représenter par un trait. Et on peut avoir un trait qui représente un doublet d'électrons liants, c'est-à-dire qui relie deux atomes, ou alors un trait qui représente deux électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans une liaison covalente, qu'on appellera alors un doublet non liant. Essayons donc de dessiner les schémas de Lewis des molécules que nous avions vues jusqu'à présent dans le cours, simplement en utilisant ces trois étapes. Et commençons par la molécule la plus simple, la molécule d'eau. Pour la première étape, on représente simplement les atomes avec leur symbole. Donc jusque-là, pas de difficulté. C'est comme pour les formules développées. Pour la molécule d'eau, on écrit un O pour l'atome d'oxygène et 2 H pour les atomes d'hydrogène. Pour la deuxième étape, nous allons dessiner les doublets liants en rouge. Donc jusque-là, ça va toujours ressembler à la formule développée. Reprenons premièrement notre dessin sur la formation de la molécule d'eau avec tous les électrons de valence, l'oxygène qui en a 6, mais qui grâce aux 2 apportés par les atomes d'hydrogène satisfait la règle de l'octet, et les atomes d'hydrogène qui n'ont qu'un électron de valence au début, mais grâce au partage d'électrons de l'oxygène satisfont eux la règle du duet. Pour cette deuxième étape, on dessine les doublets liants, c'est-à-dire les paires d'électrons impliquées dans une liaison covalente. On a donc une paire d'électrons qui relie le premier atome d'hydrogène à l'oxygène, c'est un doublet liant, on le représente avec un trait au rouge. On a également une paire d'électrons qui relie le second atome d'hydrogène à l'oxygène. C'est un autre doublet liant, on le représente lui aussi avec un trait rouge sur le schéma de Lewis. Jusque-là, pas de différence avec la formule développée. Maintenant, attention, troisième étape, nous avons dit que pour le schéma de Lewis, on doit aussi faire apparaître les doublets d'électrons non liants. Donc, puisqu'on parle de doublets, on veut représenter une paire d'électrons par un trait. On regroupe donc les électrons restants par 2 et nous allons cette fois-ci dessiner les doublets non liants en vert. On peut faire apparaître une paire d'électrons non liantes au-dessus de l'oxygène et une paire d'électrons non liantes en dessous de l'oxygène. On remarque que l'oxygène, il a toujours 2 doublets non liants qui vont apparaître sur son schéma de Lewis. Et l'hydrogène, lui, il n'aura jamais de doublet non liant. Reprenons le tableau de tout à l'heure qui nous a permis de trouver le nombre de liaisons covalentes que chaque atome peut faire en fonction de sa structure électronique. Donc la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'une liaison covalente, c'est la même chose qu'un doublet liant. L'oxygène, il peut faire 2 liaisons covalentes. Donc suite à la formation d'une molécule, il aura 2 paires d'électrons impliqués dans des liaisons. Il aura donc 2 doublets liants. Maintenant, pour faire nos schémas de Lewis, il faut aussi dessiner les doublets non liants, c'est-à-dire les paires d'électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Et l'hydrogène, n'ayant qu'un seul électron de valence sur sa couche externe, qui peut en contenir 2, après la formation d'une molécule, il va se retrouver avec 2 électrons sur sa couche externe. Mais ces 2 électrons, ils seront impliqués dans une liaison. Il aura donc un doublet liant, comme nous avons vu, mais n'ayant pas d'autres électrons sur sa couche externe, l'hydrogène il aura forcément 0 doublet non liant. L'oxygène, par contre, qui possède lui 6 électrons de valence et qui va pouvoir en recevoir 2 supplémentaires lors de la formation de molécules, il va également en donner 2 pour former les liaisons covalentes. Il y aura donc 2 paires d'électrons liantes après la formation d'une molécule avec de l'oxygène. Et il va lui rester 4 électrons de valence sur sa couche externe qui ne seront pas impliqués dans des liaisons. Ce qui fait que l'oxygène, il aura toujours 2 paires d'électrons non liants, ce qu'on appelle donc les doublets non liants. Le carbone, quant à lui, il a 4 électrons de valence. Il va donc en recevoir 4 lors de la formation de molécules, mais il va aussi devoir en partager 4 en retour. Tous ces électrons, ils vont donc être impliqués dans des liaisons covalentes. Il lui restera donc 0 paire d'électrons qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes, soit 0 doublet non liant. Si on reprend la molécule de méthane, qui est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène,
On peut déjà faire la première étape de notre schéma de Lewis en écrivant un C pour le carbone et les 4 H pour les 4 atomes d'hydrogène. Et si on observe attentivement les électrons de valence après la formation de la molécule, que ce soit les 4 de la couche externe du carbone ou les 4 venant des atomes d'hydrogène, ils sont tous occupés dans ces liaisons. On va donc représenter les 4 paires d'électrons comme des doublets liants sur le schéma de Lewis. Et finalement, on ne fera apparaître aucun doublet non liant, puisque tout simplement il n'y en a pas. Il n'y en a jamais avec le carbone, et il n'y en a jamais non plus avec l'hydrogène. Par contre, si on prend notre molécule de dioxyde de carbone, constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, on peut déjà faire la première étape de notre schéma de Lewis en écrivant le C pour le carbone au milieu et les 2 O pour les atomes d'oxygène. Cette fois-ci, après la formation de la molécule, on constate que les 4 électrons de l'atome de carbone sont impliqués dans des doublets liants. On a donc 2 liaisons covalentes avec chaque atome d'oxygène, à savoir 2 doublets liants que l'on peut dessiner en rouge sur la molécule de Lewis. Et si tous les électrons du carbone sont occupés dans des liaisons, il ne faut pas oublier les électrons de valence de l'oxygène. Il en reste quelques-uns qui ne sont pas occupés dans des liaisons covalentes. On regroupe donc ces électrons restants par paires pour pouvoir les dessiner sur notre schéma de Lewis, et cela nous donne donc bien 2 doublets non liants que l'on dessine à côté de chacun de nos atomes d'oxygène. Voyons à présent la molécule de diazote que nous avons aussi vue précédemment, qui elle va contenir 2 atomes d'azote qu'on peut déjà écrire pour la première étape de notre schéma de Lewis avec 2 symboles N. On se souvient que ces atomes d'azote, ils peuvent faire 3 liaisons covalentes suite à la formation d'une molécule. On va donc retrouver 3 paires d'électrons liants. On dessine donc nos 3 doublets liants sur le schéma de Lewis. Et on n'oublie pas la dernière étape qui consiste à représenter les électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans une liaison. Il en reste 2 pour chacun des atomes d'azote. Autrement dit, une paire d'électrons pour chacun des atomes. Donc on va représenter un trait pour chacun des doublets non liants à côté des atomes d'azote en vert. Donc si on résume ce que l'on vient de voir et que vous pouvez déjà apprendre par cœur pour aller plus vite lorsque vous allez représenter vos molécules avec des schémas de Lewis, l'hydrogène, il aura toujours un doublet liant mais 0 doublet non liant. L'oxygène aura toujours 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Le carbone, toujours 4 doublets liants et 0 doublet non liant. Et l'azote, qu'on peut retrouver pas mal aussi dans les exercices, aura toujours 3 doublets liants et 1 doublet non liant. Voyons à présent la représentation de Lewis d'une molécule d'éthanol, un petit peu plus grande et un petit peu plus complexe, et respectons bien les 3 étapes de construction. La première, cette molécule étant composée de 2 carbones, on va dessiner les 2 C au milieu de notre feuille. Il y a en tout 6 atomes d'hydrogène, on écrit donc les 6 H, et un atome d'oxygène, on écrit donc un O. On dessine ensuite les doublets liants, en sachant que les atomes de carbone, ils doivent forcément en faire 4. L'atome d'oxygène, il doit forcément en faire 2, et les atomes d'hydrogène, ils ne doivent en faire qu'un seul. Et on termine par la dernière étape, à savoir dessiner les doublets non liants. Ici, par chance, il y en a beaucoup moins, puisque le carbone et l'hydrogène n'ont aucun doublet non liant. Il n'y a que l'atome d'oxygène qui va avoir 2 doublets non liants, que l'on représente avec 2 barres vertes au niveau de cet atome d'oxygène. Donc ce tableau récapitulatif est très important, il est à retenir par cœur pour pouvoir dessiner plus rapidement vos molécules de Lewis. Très souvent, vous aurez des molécules qui contiennent des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de carbone ou d'azote. Mais il peut aussi arriver que vous ayez d'autres atomes au sein des molécules dont on vous demande de dessiner le schéma de Lewis. Et pour cela, il faut bien se souvenir comment on a obtenu les résultats de ce tableau. Vous devez impérativement savoir ce qu'est une structure électronique, des électrons de valence, des liaisons covalentes, ainsi que des doublets non liants présents. Petit exemple d'un atome que nous n'avions pas vu jusque-là, mais qui peut aussi être impliqué dans la formation de molécules. Le chlore, qui a un numéro atomique de 17, qui a donc 17 protons et 17 électrons. Sa structure électronique, ça va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Pour la formation des molécules, nous nous intéresserons uniquement aux électrons de valence, donc les électrons situés sur la couche externe.
La couche externe du chlore, c'est la couche numéro 3, où se trouvent 7 électrons de valence. Quand le chlore va se lier avec un autre atome, ce qui peut arriver également, il va recevoir un électron en partage et partager lui-même un électron, ce qui va créer une liaison covalente. Il peut donc faire une liaison covalente, puisque après ça, sa couche externe, elle est saturée. Il comprend 8 électrons, ce qui est le maximum pour la couche numéro 3. Et il va répondre à ce moment-là à la règle de l'octet. Et après la formation d'une molécule, il nous restera finalement 6 électrons qui ne sont pas impliqués dans des liaisons. Autrement dit, 3 paires d'électrons non liants. Autrement dit, le chlore, il aura forcément toujours 3 doublets non liants. Donc si on veut faire le schéma de Lewis d'une molécule de dichlore, qui comme son nom l'indique, est composée de 2 atomes de chlore. Je commence par écrire mes 2 atomes pour la première étape, de symbole Cl pour le chlore. Puis je dessine mon doublet liant, ou ma liaison covalente. Maintenant que je sais que chaque atome de chlore il peut être impliqué dans une seule liaison covalente. Et je termine en dessinant un trait pour chacun de mes doublets non liants au niveau des atomes concernés. Donc si je devais dessiner toujours 2 traits pour les atomes d'oxygène et 1 pour les atomes d'azote, concernant les atomes de chlore, il faudra bien à chaque fois dessiner 3 traits pour représenter par paire les 6 électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Voici la représentation de Lewis d'une molécule de dichlore. Passons à la quatrième et dernière partie de ce cours. Finalement, les molécules, ce sont des entités chimiques stables. Une fois que les atomes se sont assemblés, ils répondent tous aux règles de stabilité, que ce soit du duet ou de l'octet. Il n'y a donc a priori aucune chance que ces atomes se séparent. Pourtant, cela va se produire lorsque nous allons provoquer des réactions chimiques. Nous verrons cela en détail dans un prochain chapitre, mais lors des réactions chimiques, les atomes de certaines molécules se séparent pour former de nouvelles molécules. Et comme les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes, il va falloir une certaine énergie pour briser ces liaisons et séparer les atomes, pour provoquer notre réaction chimique. Cette énergie nécessaire pour briser les liaisons entre les atomes, elle s'appelle l'énergie de liaison, et elle va s'exprimer en joules. Et comme vous en doutez, il va falloir plus ou moins d'énergie pour réussir à briser les liaisons d'une molécule. Déjà, on va avoir des molécules qui auront des liaisons doubles ou des liaisons triples, comme la molécule de diazote que nous avons vue, et qui vont demander davantage d'énergie pour briser les liens entre les atomes, que par exemple la molécule de dichlore que nous voyons ici, qui finalement n'est reliée que par une liaison simple, et qui va demander moins d'énergie pour être brisée. Donc retenez bien qu'une liaison double va toujours demander plus d'énergie qu'une liaison simple pour séparer les atomes d'une molécule. Une liaison simple carbone-carbone demande par exemple 5,7 fois 10 puissance moins 19 joules pour se rompre, alors qu'une liaison double carbone-carbone, elle va demander 10,2 fois 10 puissance moins 19 joules pour se rompre. Pareil pour une liaison simple oxygène-oxygène, elle va se rompre beaucoup plus facilement qu'une liaison double oxygène-oxygène. Mais vous voyez également à travers ces chiffres que l'énergie de liaison elle ne dépend pas uniquement du type de liaison, à savoir si elle est simple, double ou triple. Elle dépend aussi du type d'atome, puisqu'une liaison simple carbone-carbone par exemple, elle demande plus d'énergie pour être rompue qu'une liaison simple oxygène-oxygène. Finalement, vous allez avoir une certaine quantité d'énergie nécessaire pour chaque cas de liaison. Et ces valeurs, elles sont bien évidemment pas à retenir, puisqu'il en existe une multitude. Retenez juste que l'énergie de liaison, elle dépend non seulement du type de liaison, mais aussi de la nature des atomes impliqués dans la liaison. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie nécessaire pour rompre une molécule polyatomique, c'est-à-dire une molécule constituée de plusieurs atomes, eh bien c'est la somme de toutes les énergies de liaison présentes dans la molécule. Par exemple, si je vous demande de calculer l'énergie nécessaire pour rompre une molécule de dioxyde de carbone, eh bien dans les données de l'exercice, je vous donnerai la valeur de l'énergie nécessaire pour rompre une double liaison carbone-oxygène. Et par contre, ce sera à vous de savoir comment la molécule est agencée grâce à tout ce que nous venons de voir au cours de ce chapitre, et pourquoi pas d'écrire le schéma de Lewis pour bien montrer qu'il y a deux doubles liaisons carbone-oxygène. Et si vous avez bien fait votre représentation de Lewis, que vous savez comment les atomes sont agencés au sein de votre molécule, il est alors facile de calculer l'énergie nécessaire pour rompre la molécule. En l'occurrence pour cette molécule de carbone, c'est 2 fois 13,2 fois 10 puissance moins 19 joules, ce qui nous donnera un résultat de 2,64 fois 10 puissance moins 18
joules. Si je vous demande de donner l'énergie nécessaire pour rompre une molécule d'éthanol, je vais vous fournir certaines données sur les valeurs des énergies de liaison. Et ce sera à vous de savoir faire le schéma de Lewis et de connaître l'agencement des atomes au sein de cette molécule pour pouvoir calculer l'énergie totale. Donc si on regarde bien, grâce à notre schéma de Lewis, on remarque qu'ici il y a 5 liaisons carbone-hydrogène. On fait donc 5 fois l'énergie de liaison carbone-hydrogène. Donc 5 fois 6,8 fois 10 puissance moins 19. Il y a également dans cette molécule une liaison simple carbone-carbone. Donc on ajoute une fois 5,7 fois 10 puissance moins 19. Il y a aussi une liaison simple carbone-oxygène. Donc on ajoute une fois 5,9 fois 10 puissance moins 19. Et enfin, il nous reste une liaison oxygène-hydrogène. Donc on ajoute 7,7 fois 10 puissance moins 19. Et si on tape correctement cela dans notre calculatrice, on va trouver que l'énergie totale pour rompre la molécule d'éthanol, elle est finalement de 5,33 fois 10 puissance moins 18 joules. On peut d'ailleurs ici laisser le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs, car toutes les valeurs du tableau nous sont données avec 2 chiffres significatifs. Toujours est-il que l'énergie que l'on vient de calculer pour la molécule d'éthanol, elle est supérieure à celle que nous avions calculée pour la molécule de dioxyde de carbone. Il est donc plus difficile de rompre une molécule d'éthanol qu'une molécule de dioxyde de carbone. Voilà qui conclut notre chapitre sur les entités chimiques plus stables chimiquement. Nous avons jusqu'ici parlé des molécules ou des ions de manière individuelle. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les entités chimiques de manière plus groupée, car vous savez que la matière, elle est constituée d'un très grand nombre d'atomes ou de molécules ou d'ions. Nous verrons donc dans le prochain chapitre ce que les chimistes appellent la mole ou la quantité de matière. Ce dernier chapitre sur la modélisation de la matière s'intitule donc « Compter les entités dans un échantillon ». Nous avons donc un chapitre ici un petit peu plus mathématique. Nous allons voir comment compter les entités, comment savoir combien est-ce qu'il y a d'atomes de fer dans un morceau de fer par exemple, ou combien est-ce qu'il y a de molécules d'eau dans un verre d'eau. Et dans ce chapitre, nous allons donc introduire une nouvelle grandeur, la quantité de matière, que nous allons dans un premier temps tenter d'expliquer, de voir à quoi elle peut servir. Et ensuite, nous verrons comment trouver la quantité de matière qu'il y a dans un échantillon de matière. Pour cela, nous procéderons en 3 étapes. La première étant de trouver la masse des entités chimiques. La seconde étape étant de trouver combien il y a d'entités chimiques dans un échantillon de matière. Nous utiliserons pour cela une première formule. Et enfin, dans notre dernière étape, grâce à une deuxième formule, nous déterminerons quelle est la quantité de matière, que l'on exprimera en mol, de notre échantillon de matière. Donc en physique-chimie, vous savez que pour étudier le monde qui nous entoure, on utilise des grandeurs, comme la longueur pour pouvoir mesurer des distances, la masse pour peser des objets, et aujourd'hui nous allons voir donc la quantité de matière qui permet aux chimistes de compter les entités chimiques. La quantité de matière est une grandeur qui est donc utilisée en chimie et qui est essentielle pour plusieurs raisons. Vous savez qu'en chimie, nous allons réaliser des transformations chimiques, c'est-à-dire que nous allons faire réagir des molécules entre elles pour que leurs atomes se séparent et finalement forment de nouvelles molécules. Nous verrons cela en détail dans un prochain chapitre. Mais en tout cas, si je veux faire réagir par exemple 4 molécules d'eau avec 4 molécules d'acide éthanoïque par exemple, je ne vais pas pouvoir le faire en mélangeant 100 ml d'eau avec 100 ml d'acide éthanoïque. Tout simplement parce que les molécules d'eau, elles sont bien plus petites que les molécules d'acide éthanoïque. Et donc si je mélange 100 ml de molécules H2O avec 100 ml de molécules C2H4O2, il va me rester beaucoup de molécules d'eau qui ne vont pas participer à la réaction chimique. Et donc le volume n'est pas une grandeur intéressante pour contrôler les réactions chimiques. Il va donc nous falloir utiliser une autre grandeur, la quantité de matière, qui va nous permettre de contrôler les quantités de molécules qui vont réagir ensemble lors d'une transformation chimique. C'est la première raison qui va nous pousser à utiliser la quantité de matière. Et en réalité, quand on va faire des réactions chimiques à notre échelle, c'est-à-dire avec des espèces chimiques que l'on peut voir, on ne va pas faire réagir 4 molécules d'eau avec 4 molécules d'acide éthanoïque. On va plutôt faire réagir 4 milliards de molécules d'eau avec 4 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Parce que les molécules, elles sont extrêmement petites, comme nous l'avons vu au chapitre d'introduction sur la modélisation de la matière. Et si on prend une goutte d'eau, il n'y a pas 3 ou 4 molécules dedans, il y en a déjà plusieurs millions. Et la quantité de matière, en tant que grandeur, elle va également nous servir à ça, à pouvoir manipuler des très grands nombres de molécules ou d'atomes. Et de la même manière qu'en cuisine, on ne dit pas qu'on utilise 52 000 grains de riz
pour faire une recette, on dira plutôt qu'on utilise un paquet de riz ou un demi-paquet de riz. En chimie, on ne va pas dire qu'on utilise 1 milliard de molécules pour faire une réaction. On dira plutôt qu'on utilise une mole de molécules d'eau ou une mole de molécules d'acide éthanoïque. Donc une mole, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet d'entités chimiques, un paquet qui contient exactement 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Ce nombre, 6,022 fois 10 puissance 23, il s'appelle la constante d'Avogadro. C'est le nombre d'entités chimiques qui est contenu dans une mole. Donc une mole de molécules d'eau, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Autrement dit, c'est 600 000 milliards de molécules d'eau. Et une mole de molécules d'acide éthanoïque, c'est en réalité 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, en classe de seconde, c'est que la quantité de matière, c'est une grandeur qui s'exprime en mol. De la même manière que la longueur est une grandeur qui s'exprime en mètres, la masse est une grandeur qui s'exprime en grammes, et la quantité de matière, c'est une grandeur qui s'exprime en mol. Et dans les exercices, quand on va chercher une distance, on utilisera le symbole petit d. Quand on va chercher une masse, on utilisera le symbole petit m. Et quand on cherchera une quantité de matière, du coup, on va utiliser le symbole petit m. Et le but de ce chapitre, ça va être non pas de trouver une longueur ou une masse, ça va être bien de trouver une quantité de matière. Par exemple, quelle est la quantité de matière contenue dans un verre d'eau? Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de molécules d'eau dans ce verre? Sauf que vous savez qu'il y en a des milliards, on va donc plutôt chercher à dire combien est-ce qu'il y a de paquets de molécules d'eau dans ce verre. Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de moles dans ce verre d'eau? Est-ce qu'il y en a 2 moles, 3 moles? Nous allons donc faire ce cours à travers l'exemple et nous allons essayer de trouver la quantité de matière petit n présente dans 3 échantillons pour savoir que le cheminement c'est toujours le même et qu'il consiste à répéter 3 étapes. Premièrement, trouver la masse des entités chimiques de l'échantillon. Deuxièmement, trouver le nombre d'entités chimiques présentes dans l'échantillon. Et enfin, déterminer la quantité de matière petit n, ou autrement dit, déterminer le nombre de paquets d'entités chimiques, le nombre de moles. On commence tout de suite avec la masse des entités. Et pour notre premier échantillon, qui est un morceau de fer, il ne va contenir que des atomes de fer. La masse de l'entité qu'on cherche, c'est donc la masse d'un atome de fer. Et pour cela, il faut bien se souvenir de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, savoir que lorsqu'on voit l'écriture conventionnelle d'un atome, on est capable de dire que dans cet atome, il y a 26 protons et qu'il y a en tout 56 nucléons. On doit également se souvenir que la masse des électrons elle est tellement faible par rapport à celle des protons et des neutrons qu'on ne va pas l'inclure dans le calcul. Dans le chapitre sur le noyau de l'atome, nous avons effectivement vu qu'un électron il est 1800 fois plus léger qu'un proton. Donc les électrons ils ne vont pas changer la masse de l'atome. On néglige les électrons et on fait le calcul juste avec les protons et les neutrons, qui sont au nombre donc de 56. Les protons et les neutrons ont environ la même masse, comme nous le voyons dans les données de l'énoncé. Nous multiplions donc 56 par 1,67 fois 10 puissance moins 24. Et nous trouvons finalement que la masse d'un atome de fer, donc la masse de notre entité chimique, elle est de 9,35 fois 10 puissance moins 23 grammes. On donne bien le résultat ici en écriture scientifique et on laisse 3 chiffres significatifs, le 9, le 3 et le 5, car les données de l'énoncé nous sont données également avec 3 chiffres significatifs. On n'oublie pas le petit g pour l'unité, on cherchait une masse et on obtient donc un résultat en grammes. On cherchait la masse d'un atome, et un atome étant extrêmement petit, on trouve bien un nombre très petit pour la masse. Nous avons donc trouvé la masse d'une entité pour notre morceau de fer, constitué uniquement d'atomes de fer. Cherchons à présent la masse des entités pour notre verre d'eau. Donc l'eau, c'est un corps pur composé qui est uniquement constitué de molécules d'eau. On va donc chercher quelle est la masse d'une molécule d'eau. Ici, on nous donne directement les masses de l'oxygène et de l'hydrogène. On sépare donc le calcul de la masse des noyaux en sommant les particules élémentaires qui s'y trouvent. Et puisque la molécule d'eau elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, comme la formule brute de cette molécule nous l'indique, eh bien pour trouver la masse d'une molécule d'eau, nous allons faire 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène, qui est de 1,674 fois 10 puissance moins 24 grammes.
et y ajouter une fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y a un seul atome d'oxygène dans cette molécule. Donc on ajoute plus 2,657 fois 10 puissance moins 23. Et donc si on tape ceci à la calculatrice, pour la masse d'une molécule d'eau, on obtient 2,992 fois 10 puissance moins 23 grammes. On écrit bien le résultat en écriture scientifique, en n'oubliant pas l'unité, c'est une masse en grammes donc. Et on laisse cette fois-ci 4 chiffres significatifs, puisque dans l'énoncé, les valeurs nous sont données avec 4 chiffres significatifs. Nous avons donc calculé la masse de nos entités pour nos deux premiers échantillons de matière. Intéressons-nous à présent au troisième échantillon de matière. Ici, c'est 100 ml d'acide éthanoïque dans un flacon. Dans ce flacon, il y a donc uniquement des molécules d'acide éthanoïque, dont la formule brute est C2H4O2. Nous allons donc cette fois-ci, pour trouver la masse de notre entité chimique, additionner 2 fois la masse du carbone, puisqu'il y a 2 atomes de carbone dans cette molécule, avec 4 fois la masse de l'hydrogène, puisque cette molécule contient 4 atomes d'hydrogène, et 2 fois la masse de l'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène dans une molécule d'acide éthanoïque, comme vous le voyez grâce à la formule brute. Et donc la masse d'une molécule d'acide éthanoïque est de, si on regarde nos calculatrices, 9,974 fois 10 puissance moins 23. On n'oublie pas l'unité qui est le gramme. On a une masse qui est toujours très petite, avec un nombre très petit, puisqu'une molécule est très légère. Et ici aussi, le résultat doit être donné avec 4 chiffres significatifs, puisque nous avons 4 chiffres significatifs dans les données de l'énoncé. Nous en avons donc terminé avec la première étape, qui est de trouver la masse des entités chimiques. Généralement, on vous donne directement la masse des atomes pour que vous calculiez la masse des molécules, comme nous venons de le faire avec la molécule d'eau et la molécule d'acide éthanoïque. Et à présent, la seconde étape nécessaire pour trouver la quantité de matière de nos échantillons, c'est de déterminer le nombre d'entités chimiques présentes dans nos échantillons de matière. Et pour cela, nous avons besoin de connaître la masse totale de nos échantillons de matière. Elle est généralement donnée dans l'énoncé. Dans le cas de notre morceau de fer, nous avons 1,5 kg de fer. Et puisque nous connaissons la masse totale de notre échantillon de matière et la masse d'un seul atome, nous allons pouvoir déterminer combien il y a d'atomes dans notre échantillon grâce à cette formule. Essayons rapidement d'expliquer cette formule à travers un exemple simple. C'est comme si on avait une cagette qui pèse 2 kg et qui est remplie de pommes de 200 g. On devine alors qu'il y a 10 pommes dans notre cagette. Et attention, pour trouver le bon résultat, il faut impérativement que l'on divise des masses qui soient dans la même unité. Si on divise simplement 2 par 200, cela ne fonctionnera pas. Donc convertissons tout de suite la masse de notre échantillon en grammes. Notre échantillon ici, ce n'est pas une cagette, mais c'est un morceau de fer. 1,5 kg, c'est finalement 1500 grammes. On peut encore écrire 1,5 fois 10 puissance 3 grammes. Et appliquons cette formule en divisant la masse totale de notre échantillon par la masse d'un seul atome. Et nous trouvons finalement qu'il y a 1,60 fois 10 puissance 26 atomes de fer dans notre morceau de fer. Notre résultat n'a cette fois pas d'unité car on cherche tout simplement un nombre et un nombre n'a pas d'unité. Nous cherchions à cette étape le nombre d'atomes, donc un nombre très très grand, et notre résultat est cohérent puisque 1,6 fois 10 puissance 26 c'est un très grand nombre. On le laisse une fois de plus en écriture scientifique et on ne met que 3 chiffres significatifs comme le suggère l'énoncé de l'exercice. Nous avons donc trouvé le nombre d'entités grand N qui se trouve dans notre premier échantillon de matière. Cherchons à présent le nombre d'entités présentes dans notre second échantillon de matière, le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans notre verre d'eau, en utilisant toujours la même formule et en divisant la masse totale de notre échantillon par la masse d'une seule entité. Donc dans notre verre d'eau, il y a 200 ml, ce qui signifie que la masse de notre eau, elle est de 200 g, étant donné qu'un millilitre d'eau pèse 1 g, ou encore 1 litre d'eau pèse 1 kg. On va donc ici pouvoir appliquer directement notre formule en divisant bien des grammes par des grammes. Donc 200 g pour notre échantillon, divisé par 2,992 fois 10 puissance moins 23 g pour notre molécule d'eau. Et on trouve donc qu'il y a 8,726 fois 10 puissance 24 molécules d'eau dans notre verre d'eau. Un très grand nombre donc, ce qui est normal. Et on donne ce nombre en écriture scientifique avec 4 chiffres significatifs comme les données de l'énoncé.
Passons à notre troisième échantillon de matière, notre flacon d'acide éthanoïque. Pour appliquer notre formule, il va nous falloir la masse d'une molécule de C2H4O2, ce que nous l'avons calculé à la première étape, et la masse de notre liquide, que nous n'avons malheureusement pas. Ici, ce n'est pas de l'eau, et 1 ml ne pèsera pas 1 gramme. Il va donc nous falloir appliquer la formule de la masse volumique pour connaître la masse de notre échantillon. Cette formule que nous avons vue lors du chapitre sur les corps purs et les mélanges en début d'année. Rho est égal à M sur V. Ici, nous connaissons le volume qui est de 100 ml et la masse volumique de l'acide éthanoïque nous est également donnée. Elle vaut 1,050 g par millilitre. On cherche donc la masse, on isole le petit m. Petit m, il est finalement égal à Rho fois V. Et en faisant notre application numérique, on trouve finalement que nos 100 ml d'acide éthanoïque, ils pèsent 105 g. Et en divisant la masse de notre échantillon par la masse d'une entité, donc 105 par 9,974 fois 10 puissance moins 23, on trouve finalement qu'il y a 1,053 fois 10 puissance 24 molécules d'acide éthanoïque dans le flacon. Une fois de plus, c'est un très grand nombre, ce qui est logique étant donné qu'il y a beaucoup de molécules dans ce flacon. Nous avons donc trouvé le nombre d'entités chimiques dans chacun de nos échantillons. Ce sont des nombres extrêmement grands et imprononçables avec lesquels les chimistes auraient bien du mal à travailler. C'est pour cela que nous allons passer à la dernière étape du calcul et enfin déterminer la quantité de matière de nos échantillons. Autrement dit, combien de paquets d'atomes ou combien de paquets de molécules contiennent nos échantillons. Et donc pour trouver la quantité de matière petit n, nous allons devoir utiliser cette nouvelle formule. Petit n, il est égal à grand N divisé par grand N indice A. Avec le grand N qui est le nombre d'entités chimiques que nous avons trouvé à la seconde étape, et le grand N indice petit a qui est le nombre d'Avogadro dont nous avons parlé au début de la leçon et qui représente finalement le nombre d'entités chimiques qui se trouvent dans un paquet d'entités chimiques, à savoir toujours 6,022 fois 10 puissance 23. Réalisons donc notre application numérique pour le morceau de fer en divisant le nombre d'atomes présents dans le morceau de fer par la constante d'Avogadro. Et on trouve donc que notre morceau de fer il contient 266 paquets d'atomes de fer. Autrement dit, la quantité de matière de notre échantillon elle est de 266 mol. On n'oublie pas l'unité bien sûr qui pour la quantité de matière est la mol. Passons maintenant au second échantillon de matière, à savoir les 200 ml d'eau, et on applique de nouveau cette formule. On divise le nombre de molécules présentes dans le verre d'eau, que nous avons trouvé à l'étape numéro 2, à savoir 8,726 fois 10 puissance 24, par le nombre de molécules que contient un paquet, à savoir la constante d'Avogadro, qui vaut toujours 6,022 fois 10 puissance 23. Et on trouve que notre verre d'eau il contient environ 15 paquets de molécules d'eau. 15 paquets de 600 000 milliards de molécules. On écrit le résultat avec 4 chiffres significatifs, comme le suggèrent les données de l'énoncé, et on n'oublie pas l'unité. Donc dans notre verre d'eau, il y a une quantité de matière de 14,49 mol. Et on passe à notre dernier exemple, notre dernier échantillon de matière, qui est notre flacon de 100 ml d'acide éthanoïque. Et de nouveau, nous allons appliquer la formule. Et on divise le nombre de molécules que contient l'échantillon, à savoir 1,053 fois 10 puissance 24, par la constante d'Avogadro, qui vaut toujours 6,022 fois 10 puissance 23, soit environ 600 000 milliards de milliards. Et on trouve ici 1,749 mol pour notre quantité de matière d'acide éthanoïque, soit un paquet de 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque, plus 3 quarts d'un autre paquet de 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Nous avons donc terminé, nous avons enfin trouvé quelle est la quantité de matière en mol de nos 3 échantillons en répétant simplement 3 étapes. Premièrement, nous avons dû trouver quelle est la masse d'une entité chimique, que ce soit un atome dans le cas du fer ou une molécule dans le cas de l'eau ou de l'acide éthanoïque. Ensuite, nous avons dû trouver le nombre d'entités grand N qu'il y a dans un échantillon. Grâce à la formule, grand N est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Et enfin, nous avons pu déterminer notre quantité de matière en utilisant la formule petit n est égal à grand N divisé par Na, Na étant la constante d'Avogadro. Donc pour résumer ce qu'il faut retenir de cette leçon, la quantité de matière, c'est une grandeur
qui représente un nombre d'entités chimiques. On exprime la quantité de matière en mol. Cette grandeur elle a plusieurs avantages. Elle va notamment permettre aux chimistes de manipuler facilement de très grands nombres de molécules, en disant par exemple je vais faire réagir 2 mols d'eau avec 2 mols d'acide éthanoïque. La constante d'Avogadro, quant à elle, représente le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une mol. Quelle que soit la nature de la matière que l'on étudie, dans une mol, il y aura toujours 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Et donc très important, pour déterminer la quantité de matière d'un échantillon, nous avons appliqué cette formule qui est à apprendre par cœur. Petit n est égal à grand N divisé par Na. Avec le petit n qui est la quantité de matière en mol, le grand N qui est le nombre de molécules ou d'atomes qui est sans unité, et Na qui est la constante d'Avogadro qui elle s'exprime en mol-1. Et souvenez-vous bien que ce grand N, le nombre d'entités chimiques, vous pouvez le trouver en divisant la masse de votre échantillon de matière par la masse d'une entité chimique, ce qui vous fait deux formules à retenir. Ici, les deux masses, elles doivent impérativement être exprimées dans la même unité, justement pour que le grand N soit, lui, sans unité. Enfin, ce sera souvent à vous de trouver la masse des entités. Généralement, on vous donnera la masse des différents atomes qui sont présents dans une molécule. Pour trouver la masse de la molécule, il faudra additionner ces masses. Par exemple, la masse d'une molécule de dioxyde de carbone, elle est égale à une fois la masse d'un atome de carbone, puisqu'il y a un atome de carbone dans cette molécule, plus deux fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène dans cette molécule. Et dans 90% des exercices en classe de seconde, on vous demandera d'ailleurs d'abord de trouver la masse de l'entité chimique présente dans votre échantillon de matière, pour ensuite pouvoir déterminer le nombre total d'entités chimiques présentes dans votre bout de matière, et enfin donner la quantité de matière de votre échantillon. Voilà qui conclut notre 5e chapitre de chimie sur la modélisation de la matière, avec, comme vous l'avez vu, pas mal de mathématiques et deux formules à retenir par cœur. Je vous invite à vous entraîner bien évidemment avec des exercices et pourquoi pas à visionner la vidéo d'exercices corrigés sur ce chapitre. Nous avons donc terminé la partie du programme sur la modélisation de la matière. La troisième et dernière partie du programme de chimie en seconde concernera les transformations de la matière. On parlera alors de transformation physique, transformation chimique et transformation nucléaire.